J'avais même pas installé mon micro. Bonjour. Salaud. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle revue de presse. Merci d'avoir... Putain, ouais, genre, comme d'hab, j'ai trop bouffé ce midi, je sais pas pourquoi j'ai essayé le tacos. Salaud. Je suis pas très tacos, mais vous savez, à Lyon, apparemment c'est un truc, le tacos lyonnais. Ou alors le tacos grenoblois, je sais pas, j'ai pas trop compris, dans tous les cas c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, puis ça te pèse sur le bide, après t'es mort, t'es... Salaud. Il va falloir café pour que j'encaisse le tacos que j'ai bouffé à 14h et qui est toujours pas encaissé. Merde, j'ai oublié mes clopes. Ah, je vais vous remercier, hein, j'arrive juste après. De toute façon, vous avez vu le programme, quasiment que des noms propres. Aujourd'hui, avec... Enfin, propre. Ça dépend, il y en a un qui a pas été blanchi en tout cas. Il y en a même plusieurs, tiens. Il y a quoi? C'est Sarkozy, Lordon, DSK, Ben Salman et la nouvelle génération des élus ES de la gauche. Petite sélection, voilà. L'humour, vous aimez l'humour? C'est la quenelle à Lyon sans vouloir faire de controverse. Oui, c'est vrai aussi. Je sais pas pourquoi ils se disputent cette idée pourrie d'avoir mis des frites dans des galettes. Non mais je suis d'accord, c'est vraiment de la merde. N'essayez pas, hein, si vous passez à Lyon, essayez pas le tacos. C'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment nul. Plus jamais je fais ça. Au moins kebab, je sais ce que c'est, quoi. Voilà. Bon, alors, je vais remercier les gens, là, déjà. Parce que, bon, hier soir, c'était le live, on a parlé de Gundam et tout. Donc, bon, ça sera dispo un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube. La gauche, cet art de vivre, me dit Joupao. Donc, hier, j'ai pas remercié les gens parce que j'avais un entretien. J'avais 2 personnes avec lesquelles discuter. Donc, ça a duré 1h45. Hein, donc, désolé. Par contre, là, c'est bon, on a repris le format normal. Donc, on va pouvoir remercier les gens au fur et à mesure. Donc, merci Joupao, merci Srae, qui dit Jean Castex. Jean Castex, voilà. Merci Strapontintintin, qui dit Yeah, chill jazz Pokémon, c'est le feu, exactement. La gauche, l'art de raisonner, me dit History, code 97. Leito Patate, merci à toi. Sarkozy Explosion, me dit Neusdus. Naro Wally, merci à toi aussi. Super Midi Sound, ok, merci à toi. Merci Ato qui dit salut. Merci beaucoup pour tes streams, me dit Losange Gros Chiffre 451. Castagne Air qui dit bonjour les amis. Castanière. Merci Dan Claff. Merci HBK Live. Sérieux, depuis quelques mois, vous vous déchirez sur les OLG, ça fait plaisir. Avant c'était bien aussi, hein. Merci, je vois que tu as du tact. Merci Grenac qui dit des bisous à Mémé. Elle est où Mémé? Elle est là Mémé, elle est par terre? Tu veux dire bonjour aux gens? Non, ça l'intéresse pas du tout. Elle me regarde bêtement et voilà. Non, elle vient pas. Coucou, déjà 2 mois que j'ai un salaire suffisant pour ma beau. Merci d'avoir participé à ma politisation, me dit Zangdar. Merci Zangdar, merci Debaquet qui dit Transcastex. Il n'y a pas de i dans mon pseudo, dit Closter. D'accord, ah oui, je me plante à chaque fois. Mais parce que j'ai un... Ah oui, t'as raison, il n'y a pas de i. Mais c'est le, tu sais, le cerveau, il réinterprète comme une Clio. Moi, je voyais une Clio. Voilà. Rigop, merci Rigop. Merci Seth Kron qui dit Trans Rights. Merci Gorgon, merci Lamayoche CGT qui dit à quand Mélenchon dans la sandbox avec Antoine qui fait le singe. Merci le bruit du frigo, merci Red Sin 3 qui dit record de gueule de bois, merci pour ce que tu fais. Merci Nemotaku, Losange Gros Chiffre qui a filé des bits tout à l'heure. Bonsoir à l'Islamo-Gauche, bonjour à l'Islamo-Gauche, me dit Comet. Comet Leader. Voilà, je pense qu'on a tout rattrapé, je pense qu'on est bien. Donc on va... Qu'est-ce qui s'est passé hier? Du coup hier... Putain, ouais non, moi on n'est pas bien en fait, parce que j'ai pas bu mon café. Merci, je suis là. Pauvre Sarkozy, laissons-le tranquille en prison. Que dire sur Sarkozy? Que dire de plus? Bon, j'ai quand même choisi un article, mais c'est un article particulier, puisque bon allez, on va commencer à vous dire un petit peu ce qu'on a choisi et faire un peu le programme. De toute façon, vous allez voter, hein, vous allez voir si j'ai bien choisi ou pas mes articles. Il y en a un, je me doute qu'il devrait avoir vos faveurs, les autres je sais pas. Merci Bobo AZ
qui dit bonsoir monsieur Udul, merci pour le travail sur le dernier OLG, très éclairant. Eh ben merci, ça c'est gentil ça. Voilà. Hein, les décideurs. ça te va? Ça te va les décideurs? Merci Lamptor aussi. Abolition des prisons, sauf pour lui. C'est vrai qu'hier il y avait des gros débats entre ceux qui disaient ah Sarkozy qui a pris de la ferme, trop bien, et ceux qui disaient attendez, je croyais qu'on était anti-carcéraux, et un certain nombre de gens qui disaient non mais attendez, on est anti-carcéraux pour une raison, parce que la prison vue comme un endroit dans lequel on fout une partie des pauvres, en fait, des gens qui sont déjà dans des situations de précarité, donc que le marché de l'emploi n'a pas réussi à absorber, qui ont été absorbés par de la petite ou de la grande délinquance, ou je sais pas quoi, et qu'en fait c'est un outil de régulation sociale, de gestion de la question sociale. La prison comme ça, où on envoie plus spécifiquement des Noirs et des Arabes, etc., c'est de cette prison dont on veut pas. Celle qui accueille Sarkozy, on peut en parler. On peut en parler, c'est pas le même débat. C'est pas le même débat. Merci, tu sais, on peut être anti-carcéral, mais pas bébête. Merci JB Daké. Non, mais après, je conçois qu'on puisse avoir de grands principes, de dire non, moi, pas de prison, jamais. Mais très bien, mais à ce moment-là, bon, bon. Moi, j'avoue que pour Sarkozy, pour Balkany. Merci Sarzand. Beaucoup de taf ce soir, parfait lecture d'articles en bruit de fond. Voilà. Je crois qu'ici, sur cette chaîne-là, j'avais déjà dit, pareil, il y a des flics, faut les foutre en tôle. Vous voyez que c'est pas du tout la même façon, on règle pas les mêmes problèmes, en fait. Voilà, la prison comme outil de gestion de la question sociale, non. Pour gérer les tarés dans le sens genre ceux qui ont des armes, les terroristes, les machins, là ça peut se discuter. Ou des Sarkozy par exemple, des mecs où... Je sais pas, en tout cas la question, je dis la question est ouverte. Il y a quoi avec DSK? Ah bah voilà, on va arriver au programme. Non, on va arriver au programme. Vous êtes pour la prison, vous voulez voir Sarkozy en prison ou pas? Faire un sondage, faire un petit sondage. Jusqu'où va votre anti-carcéralisme? Sarkozy... la prison. Voilà. La prison pour tout le monde. Non, c'est con ma proposition. La prison pour personne. Ou la prison pour Sarkozy quand même. Voilà. Ou la prison pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Très bien. Allez. Voilà, vous avez une minute. Une minute pour me dire votre niveau de pureté sur les questions anticarcérales. Merci Eloise DLVL, voilà, nous sommes toujours contents de mon abonnement. Tes lives rendent mon couvre-feu plus cool, islamo-gauchement. C'est vrai, couvre-feu. Cette fois-ci, j'ai fait des courses cet après-midi. Voilà. Et oui. Comme ça, je suis pas coincé à cette heure-là, dehors, avec les gens qui n'ont pas été prévoyants. Je suis malin. Alors, la prison, du coup, pour qui? Que dit le peuple? Que dit le peuple? Ah voilà, la prison pour Sarkozy quand même. Il y a quand même une petite victoire de... La prison pour Sarkozy quand même. Donc mais il y a quand même 13% de gens qui disent non, la prison pour personne. Très bien. Salaud. Merci Vuldarock qui dit c'est une... On n'aura pas vu Chirac en prison, mais Sarko, c'est une bonne consolation. Attendez, alors, il y en a qui disent, je voudrais vous rappeler quand même, il y en a qui disent, il y a des aménagements de peine, machin, bracelet électronique, ok, mais ça n'est que le premier des procès, là, de cette saison. Il y en aura d'autres. Il y a d'autres affaires. Il y a l'affaire du financement de la campagne, l'affaire dite des financements libyens. Il y a des trucs encore qui arrivent, hein. C'est pas fini, c'est pas un solde de tout compte, là, c'est que le début. C'est que le début, rassurez-vous, il pourra avoir plus, on sait pas ce qui peut se passer. Coucou, enfin je suis chez moi, je peux voir le live, Sarko, le tolard, merci le garde des sauces. Ah oui, tu sais de quoi tu parles du coup, garde des sauces, c'est la justice. Le son est pas bon. Comment ça, le son est pas bon? Attendez, pourquoi le son serait pas bon? Allô? Ah! Mon micro il était à l'envers, bah oui c'est un nouveau micro, j'ai pas l'habitude.
Et je l'ai mis à l'envers, voilà, là le son est meilleur. Je parle un peu moins de l'autre côté de la pièce, quoi. Bah oui, c'est directionnel, donc c'est logique. Vous avez vu le chat faire sa vie derrière, bon ça c'est très bon. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, je pense que c'est mieux. Un gros changement. Je veux binge-watcher le feuilleton, mais voilà, moi j'attends la série Netflix là, dans 10 ans où on reviendra là-dessus. Un peu comme il y a eu pour DSK. Et bah justement, on va revenir un petit peu sur cette affaire DSK aujourd'hui. Il y en a qui ont demandé dans le chat, mais pourquoi DSK? Qu'est-ce qui vient foutre là? Alors DSK, c'est un article qui est paru sur Mediapart, l'affaire DSK, emblématique du sexisme à la française. Pour celles et ceux qui ont regardé le docu de Netflix avec un peu de recul, on hallucinait de certaines choses qui ont pu être dites à l'époque. Donc là c'est La Déferlante qui a écrit ça, et je ne sais pas qui c'est. Alors je sais pas si c'est une asso, si c'est un pseudo, c'est quelqu'un qui a écrit sous pseudo. La Déferlante, je ne sais pas qui c'est. Festival, La Déferlante est une revue trimestrielle. Ah voilà, ça doit être ça, ok. C'est ça, La Déferlante est une revue trimestrielle qui observe et questionne la société post-MeToo. Elle donne des outils pour penser le quotidien hors des représentations patriarcales et des stéréotypes de genre. Revue des révolutions féministes. Et voilà, c'est donc La Déferlante qui revient sur l'affaire DSK 10 ans plus tard quasiment. Donc ça peut être très intéressant. C'est une nouvelle revue féministe. Bah voilà. Et bah ce sera l'occasion de juger sur pièce. On va lire cet article ensemble, si vous choisissez l'article sur DSK. C'est une revue féministe et l'article de Préparez-vous pour la bagarre. Comment ça, de Préparez-vous pour la bagarre? Sarkozy aux 20h de TF1, on se fout de nous? Quoi, Sarkozy est aux 20h de TF1 ce soir? C'est vrai? Ah, c'est une info qui m'avait échappé. Putain, quelle indignité. Nous sommes sur la chaîne de Bouygues. Vous pensez que ça va être insupportable, mais évidemment que je vais regarder. Je vais forcément regarder. Ah, demain soir, d'accord. Merci Rimargo qui dit merci pour ton travail, merci à toi pour le Prime. C'est demain soir. C'est quoi leur don? C'est quoi leur don? Bah oui, bah puisque tu le demandes, c'est quoi leur don? C'est un article paru dans le Monde diplomatique du mois de mars de ce mois-ci, là, voilà, pour favoriser une entente des luttes. Merci Marty Watch. Je ne sais pas encore ce que j'en pense parce que je ne l'ai pas lu. Je l'ai vu relativement discuter cet article et moi pour l'instant je n'ai pas d'opinion vu que je l'ai pas lu. Anticapitalisme, antiracisme, écologie, féminisme, donc convergence des luttes, pas convergence des luttes, hiérarchie des luttes. Est-ce qu'il faut faire passer certaines luttes avant les autres, machin, tout ça? Sujet houleux, sujet délicat. Ou engager le combat quand on ne peut pas tout faire à la fois. D'abord en reconnaissant que si les luttes contre les dominations diffèrent en périmètre, elles sont égales en légitimité, puis en recommandant que la séparation absolue entre elles cède le pas à l'autonomie relative et l'attention réciproque, enfin en refusant qu'une lutte puisse nuire aux autres luttes. Une fois cela posé, tout peut commencer. Bon, très bien, on va voir. On va voir ce qu'il dit, on va voir s'il réinvente l'eau tiède ou s'il y a quelques hot takes. Salaud. Merci CE22 qui dit merci pour le taf d'éducation populaire. JLM qui tweet au complot de Macron contre l'opposant Sarkozy, c'est flippant. Pire, je risque de voter pour JLM encore. Oui, j'ai vu, oui, j'ai vu ça. Alors il y en a qui disent c'est relou Lordon, mais si c'est relou Lordon, votez pas pour Lordon, hein. Et on lira pas l'article de Lordon. Il y a pas de souci, il y a d'autres trucs de prévus. Il y a 5 articles en tout de prévus. T'as lu les articles sur le printemps républicain sur Slate? Oui, je les ai pas lus en live, je les ai lus pour mon plaisir personnel. Merci Zero Cool qui dit 3 mois, c'est le bel âge. Bientôt Lordon drop son nouveau livre aussi, oui. Ben oui, sur le communisme et tout. Oui, c'est ici Samuel Etienne, oui, c'est ici. JLM il est gâteux. Ah bon? Non mais je crois que JLM il est un peu parano. Je crois que quand c'est les trucs de... Tu sais, quand t'as vu des magouilles, je pense, toute ta vie au PS et des gens qui se font tomber les uns les autres, machin, tu ressors de là quand même un peu parano, raisonnablement parano. J'essaie de comprendre, hein, moi j'essaie de comprendre pourquoi il a tweeté ça, parce que j'avoue que ça m'est un peu tombé des mains aussi. Je fais, ah bon, d'accord, il y a un complot, d'accord. Merci, Su. Après, il a peut-être des infos qu'on n'a pas, hein.
Ça se trouve, c'est un complot, hein. Ça se trouve, tout est un complot. Alors, procès Sarkozy, je vous ai choisi les médias internationaux enfoncent l'ancien président et saluent une certaine normalisation. Je pense que vous avez tout lu vous avez tout entendu sur Sarkozy, sur les gens qui continuent de le défendre, etc. Ce qui est assez marrant et ce qu'on essaie de faire ici de temps en temps, c'est regarder un peu ce qu'en dit la presse internationale. Ça tombe bien, Libé a déjà fait une petite revue de presse internationale. Outre-Atlantique et chez nos voisins suisses, allemands ou espagnols, la presse souligne la décision inédite de la justice et rappelle le nécessaire devoir d'exemplarité de point de vue éloigné de certaines positions hexagonales. Donc ça nous fera prendre l'air frais, comme on dit. Merci Xelalafloulou. Xelalalou. Salaud. Le gouvernement est sarkozyste. Le gouvernement compte un certain nombre de sarkozystes. C'est vrai que Darmanin s'est illustré, mais Castex, Jean Castex, était lui aussi Jean Castex. un sarkozyste, hein, vous le savez sans doute. Merci LXFJ. Faut faire confiance à Jean-Luc. La République, c'est lui. Ouais, bah oui, ça doit être ça. Allez, ensuite, donc ça, revue de presse sur Sarkozy. Merci Cocopellis 139. Merci Usul pour le taf, amitié et force à toi. Merci à toi Cocopellis. Johanna Roland, Mathilde Panot, Sandra Régol et Elsa Faucillon. Une nouvelle génération d'élus ES qui veut changer la gauche. Bah oui, parce que je me suis rendu compte. Hello Usul, merci pour le live d'hier soir. Ce format avec des passionnés est génial. N'hésite pas à en refaire d'autres sur plein de sujets. La bise, camarade. Merci Axel. En fait, j'avais moins de monde que pour une revue de presse, mais en même temps, le sujet est un peu obscur. Voilà, alors que le PS, Europe Écologie Les Verts, LFI et le PCF sont tous dirigés par des hommes, plusieurs femmes veulent renouveler la pratique politique. Un article d'Abel Mestre et Sylvia Zappi. Donc voilà, Johanna Roland, je crois qu'elle est au PS, Mathilde Panot, France Insoumise, Sandra Régol, elle est chez Les Verts, et Elsa Faucillon au PCF. Ça peut être intéressant. Ensuite, bon ça on l'a dit, c'est Lordon, ça c'est le truc sur DSK, et... Affaire Khashoggi, la responsable communication de Castex était chargée de redorer l'image de l'Arabie Saoudite. L'actuelle conseillère communication de Jean Castex a activement participé à la campagne de promotion de l'Arabie Saoudite en France, du temps où elle travaillait pour Havas jusqu'à l'été 2020. Merci Julius Metallus, gros et fort soutien. Voilà, Révélation Mediapart, c'est sorti aujourd'hui, ça vient du pôle enquête de chez Mediapart, c'est tout chaud. Antion Rouget, voilà, qui nous sort ça. Merci Tom Tompe pour le Prime aussi. Tom Tompe, oui c'est ça. Salut Host qui est dans le chat. Vous avez lu quoi ce matin? J'ai pas écouté moi. Hein. T'as pas lu les trucs sur Khashoggi et la responsable communication de Castex? Ça c'est une exclue ça. Ça vient de sortir. On n'a pas voté. Non, on n'a pas voté encore. Tant qu'il y a de la musique, c'est qu'on n'a pas voté. Vous connaissez les codes. Merci, monsieur Sivadier, qui dit bonjour. Merci, c'est gentil de t'abonner avec un Prime et de dire bonjour. Très bien, bah écoutez, on va faire le sondage. C'est parti. Comme ça, moi, je vais boire mon café en silence. Et mon élocution va y gagner, je pense. Merci, Kirdir, aussi. Alors, on commence par quoi? Je rappelle, DSK, donc l'article de la déferlante. Donc je vais mettre DSK la déferlante. Ensuite, Khashoggi et Castex. Donc on va mettre Ben Salman, hein, c'est Ben Salman. Ben Salman et Castex. Donc voilà, l'Arabie Saoudite, tout ça. Enfin, c'est la conseillère com de Castex, mais enfin bon, on va dire c'est pareil. Lordon, hein, le Lordon du mois. Les nouvelles générations d'élus de gauche, d'élus ES. Et l'autre, c'est revue de presse, RDP, Int, Sarkozy. Revue de presse internationale sur Sarkozy, vous avez compris, RDP Int. Voilà, vous avez 1 minute pour voter. Et je gueule.
Voilà, c'est con, je pensais le finir sur la fin de la note, et puis là il y a eu un petit pont en plus derrière qui a complètement pété la transition, et j'ai fait bon, tant pis, pas de transition, je coupe. Merci Yas2021 qui dit encore merci Jules pour ton taf et tes analyses. Merci Granatum, P Granatum qui dit alors il en est où le défi avec Mélenchon? Je sais pas, je pense qu'on a gagné nous, hein, nous on a gagné. Merci Super Gouge qui lui veut voter Lordon. Merci Alien6 avec ton Prime, c'est ton 4e mois. Et alors les résultats. Alors, la revue de presse internationale sur Sarkozy qui gagne, hein. On a envie de se délecter de ce que va dire la presse internationale de notre Sarkozy national. Bonsoir la gauche me dit, oh lol, merci à toi. Lordon qui arrive en 2e, donc on va quand même se colter l'article de Lordon. Le truc sur la nouvelle génération d'élus de gauche en 3e position. Ben Salman, Khashoggi, Castex, tout ça, ça vous intéresse un peu moins. Et l'article de la déferlante est dernier. Le truc sur DSK. Bon, bah ça c'est dernier. Alors je vais les ranger dans l'ordre. Voilà, et voilà. Comme ça, je m'en rappelle. Donc, on commence par... Ça va aller vite, hein. Ça va aller assez vite. Non, il n'y a pas Méluche en interview lundi, non. Par contre, voilà, il y a Eric Fassin qui a accepté le principe de venir, donc il faut trouver une date, voilà. Outre-Atlantique, chez nos voisins suisses, allemands ou espagnols, la presse souligne la décision inédite de la justice et rappelle le nécessaire devoir d'exemplarité des points de vue éloignés de certaines positions hexagonales. Magnifique photo. La situation dans les écoles est satisfaisante. Jean Castex. Au tribunal de Paris, photo, le 1er mars, jour du verdict du procès de Nicolas Sarkozy. Ah, il y avait du monde, hein. Ah, ça, il y a du monde, hein. Il faut bien souvent un événement judiciaire et politique, historique, pour se rendre compte du fossé séparant les différentes cultures. De l'envergure, par exemple, de celle prise lundi par le tribunal correctionnel à l'encontre d'un ancien président de la République condamné à une peine de prison ferme pour corruption. Certes, Nicolas Sarkozy a fait appel, certes, la présomption d'innocence demeure, n'en reste pas moins que la décision est inédite et traduit une évolution certaine et salutaire de la justice française, à en lire la presse internationale. J'imagine qu'il devait désespérer un petit peu. Vous voulez que je lise l'article de Lordon en imitant Sarkozy? Oui, ça c'est une bonne idée. La droite va juste dire que la presse étrangère ne comprend rien à la France. Ah bah ça c'est classique, hein. Ça c'est classique. Ouais, parce que les Japonais, ils sont japonais, les Italiens, ils sont italiens, c'est pas pareil, vous comprenez, hein? Ils connaissent pas nos traditions. Putain, hier j'ai écouté, je vous le conseille pas, hein. Hier j'ai écouté les matins de France Culture, il y avait je sais plus quel historien qui était venu faire de la retape pour Bonaparte, là. Vous savez, on rentre dans une année de commémoration, alors je sais plus si c'est sa mort ou quoi, je crois que c'est sa mort. 1920, il a dû canner en 1820. Donc ça doit être les 200 ans de sa mort, un truc comme ça si je comprends bien. Et ah oui, tu l'as écouté aussi, Clarisse, t'as vu, c'était navrant, hein. Ils étaient à fond. Pas, cette fois-ci, j'avais rien à dire sur Guillaume Erner, hein. Par contre, l'historien invité était là en mode « Oh, mais faut pas juger, faut pas faire de la morale, machin. Oui, il a rétabli l'esclavage, mais enfin bon, ça va, c'est bon. Oui, ok, il s'est lancé dans des guerres qui ont tué des milliers de gens, et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait très peu d'empathie. Mais quand même, bon, c'était assez chaud, hein. Si vous voulez écouter les matins de France Culture, voilà, les invités, c'est toujours intéressant, il y a 40 minutes. Go Cap, merci à toi pour ton abonnement de niveau 1, voilà. Alors, une révolution souligne même Le Soir. Alors Le Soir, c'est quotidien belge, il me semble, si je dis pas de conneries. Oh bah dis donc, Jean Massé d'Acropolis qui arrive avec un groupe de plein de gens. Wouh, j'ai envie de dire Jean Castex. Jean Castex. Voilà. Bonsoir Jean. C'est ici le stream de la gauche. À peu près. Pour l'instant, on parle de Sarkozy. Et on lit une revue de presse, voilà, bon, on fait une revue de presse, hein, je vous annonce le programme, vu qu'il y a plein de gens qui sont arrivés en cours de route, je vous dis, on commence par ce que dit la presse internationale de l'affaire Sarkozy, du procès Sarkozy et de son verdict, ensuite, l'article de Lordon, anticapitalisme, antiracisme, écologie, féminisme, pour favoriser une entente des luttes, on va voir ce qu'on en pense,
En troisième, parce que normalement je fais voter au début, et donc voilà, c'est eux qui ont déterminé l'ordre, c'est les gens dans le chat. Johanna Roland, Mathilde Panot, Sandra Régol et Elsa Fossillon, une nouvelle génération d'élus qui veut changer la gauche, alors que le PS, Europe Écologie Les Verts et les filles et le PCF sont tous dirigés par des hommes, plusieurs femmes veulent renouveler la pratique politique. Et on n'aura probablement pas le temps de lire cet article qui est arrivé plutôt en dernier avec l'affaire DSK emblématique du sexisme à la française et l'affaire Khashoggi. Vous savez, c'est ce fameux journaliste qui est rentré dans l'ambassade saoudienne en Turquie et qu'on est ressorti en petits morceaux. Apparemment, Ben Salman avait donné cet ordre, Mohamed Ben Salman. Bon, les Saoudiens, tout ça, voilà. Apparemment, la responsable communication de Jean Castex. était chargé de redorer l'image de l'Arabie Saoudite. Merci, Calméric. Et moi, j'aime bien regarder un petit peu les agents d'influence, si vous voulez, extérieurs, tout ça, machin. Comment ça marche ? Comment on forge aussi une opinion publique avec Havas par exemple, là en l'occurrence c'est Havas. Mais bon, c'est arrivé avant-dernier et l'affaire DSK c'est arrivé dernier, donc on va d'abord faire la revue de presse internationale de Libération consacrée à l'affaire Sarkozy. Donc on reprend. Une révolution même, souligne Le Soir. D'où vient-elle ? De la presse française qui ces dernières années a retrouvé le chemin de l'indépendance et donc de l'investigation. Obsédé par le respect de l'intérêt public, analyse le quotidien belge, et de la justice qui à son tour a refait sa propre part du travail. C'est un peu, c'est grâce à Mediapart ils disent, parce que indépendance, intérêt public, investigation, c'est nous ça. Il y avait beaucoup de boue, mais rien ne collait, ironise pour sa part le correspondant de la BBC à Paris, en écho à la dizaine d'affaires auxquelles le nom de l'ancien patron de la droite est accolé, et de souligner le changement de statut de Nicolas Sarkozy après cette condamnation. Avant, il était l'ex-président lésé, se battant contre une cabale judiciaire de gauche. Aujourd'hui, il a été condamné par un tribunal. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que c'est déjà une première condamnation. Il peut continuer à dire, il y a appel, machin. Mais enfin, ça y est, ça commence à... Avant, il pouvait avoir une ligne sur les plateaux télé et dire, vous savez, il n'y a rien. J'ai jamais été condamné. Jamais. Il n'y a rien, on essaie de me mettre des trucs sur le dos, mais ça prend pas, ça marche pas. Quelle indignité. Et de dire, vous faites confiance à des gens comme... comment il s'appelle Takieddine, ça vous faites confiance, ça à Takieddine qui lui a été condamné à des trucs. Moi je suis blanc comme neige, je suis le président, machin. Bon là il est un peu moins blanc comme neige, première condamnation quand même ça, bon. Blanqui, merci Blanqui pour ton prime. Le Washington Post compare Sarkozy à Trump. Ah ouais, carrément, ça pique. À lire les journaux étrangers, la portée de la décision judiciaire prise par la présidente de la 32e chambre correctionnelle, Christine May, va au-delà du parcours judiciaire personnel de l'ex-président. Ces éditoriaux en disent moins sur le jugement lui-même que sur le profond décalage de mœurs politiques entre pays. Sarkozy, la justice est à l'œuvre en France, titre ainsi El País en Espagne. Personne n'est au-dessus de la loi, rappelle d'emblée le quotidien avant de poursuivre. La France a un problème lorsque 2 des 4 derniers chefs d'État ont été condamnés. Je rappelle que Chirac a été condamné. Il s'était pas rendu à son procès parce qu'il était déjà tout vieux et que apparemment il avait des pertes de mémoire et tout, donc le pauvre. Et puis voilà, il a pas exécuté de peine. Mais enfin voilà, 2 des 4 derniers chefs d'État ont été condamnés. Une explication peut être l'ivresse du pouvoir et d'un système, celui du présidentialisme. Celui de la 5ème République qui affaiblit les contre-pouvoirs, confère au président une aura quasi monarchique et facilite des comportements comme celui de Sarkozy. Voilà. Il pose une question politique. Pourquoi il se croit tout permis ? Peut-être parce qu'il y a des institutions qui font qu'au bout d'un moment, ils finissent par se croire tout permis. Un comportement quasi monarchique que le Washington Post rapproche de celui de Donald Trump. Les deux hommes partagent des éléments d'un même style politique, analyse le Post. En premier lieu, un narcissisme outrancier. La division insufflée dans l'arène politique, ensuite, découlant de la loyauté qu'ils exigent de leur entourage respectif. Dépouillé du bouclier de l'immunité présidentielle, il s'est alors retrouvé embourbé dans une spirale de bataille juridique. Il se déchaîne contre la grotesque chasse aux sorcières dont il fait l'objet, mais ne peut empêcher un ignoble jugement, conclut le journal américain. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas fini. C'est pas fini, pas seulement parce qu'il va faire appel, mais parce que d'autres affaires aussi vont être jugées. Je rappelle que là, on n'a pas encore parlé financement du parti politique, financement du coup de l'UMP à ce moment-là, et argent libyen. On n'a pas encore tout élagué. Ça va peut-être encore prendre 10 ans, cette histoire, mais enfin bon. En tout cas, pour beaucoup de gens, ça n'est qu'un début. Un gain important pour l'hygiène politique,
Outre-Rhin. Enfin, c'est la presse d'Outre-Rhin qui dit ça. La presse allemande se veut plus sévère encore. Quiconque traite la loi avec tant de désinvolture ne devrait pas contrôler le sort d'un État. Je fais un accent suisse. Tranche la Frankfurter Rundschau. Dominic Johnson, le chef du service étranger du TASS, regarde vers l'avenir en espérant que ce sont des jugements comme celui contre Sarkozy qui font émerger au moins en partie les concours d'un nouvel ordre politique. La décision du juge est un gain important pour l'hygiène politique du pays voisin. J'arrête avec le suisse. Bon, bah ça c'est parce qu'il y a Host qui est passé, voilà, ça m'a foutu dans un mood suisse. C'est peut-être parce que je sais plus faire l'accent allemand. Ouais. Putain, j'ai bu de travers. Et j'ai pas vu d'allemand depuis longtemps. Oui, le TASS, je sais pas non plus ce que c'est, le TASS. Hein. Moi, je préfère prendre un bon TASS. Vous connaissez ça ? Donc la décision du juge est un gain important pour l'hygiène politique du pays voisin, abonde le Tagesspiegel, qui parle d'une juste punition à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Vous voyez que c'est pas la même ambiance que dans les médias français. Une sanction contre quoi, au juste ? Le devoir d'exemplarité ? Le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Rappelle à juste titre le temps. Là c'est suisse, donc j'ai le droit. Le fait de s'en être affranchi en cherchant à obtenir en 2013-2014 des renseignements sur une affaire en cours grâce à l'intermédiaire d'un avocat ami et d'un juge carriériste légitime sa condamnation, estime ainsi le média suisse. Merci Jojo Streamlive. TASS, c'est le Tageszeitung, le journal du jour. D'accord, ok. Merci Zarget aussi. Merci pour le stream. Une vidéo parlant du NPA, et si elle atteint 1 million de vues, Poutou se présente. C'est alsacien ça ? Ah, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Ouais, mais je connais pas tous ces gens-là, moi. Ok, d'accord. Je confonds le suisse et l'alsacien. Bah, c'est pas grave. En France, l'hubris des magistrats. Dans la presse hexagonale, le ton est parfois tout autre. Ce n'est plus la responsabilité d'un homme qui est jugé, mais l'hubris des magistrats. Alors voilà, là c'est en France. Donc l'hubris, c'est, si vous voulez, la fièvre. Comment dirais-je ? Oui, c'est ça, oui. Le télégramme. Comment ça, le télégramme ? Mais le télégramme. Ça te va, le télégramme ? Ce n'est plus la réputation d'un responsable politique qui est pointée, mais les dérives d'une corporation, sinon d'un corporatisme. Ah ouais, en France, en gros, c'est le gouvernement des juges. Mais même Marine Le Pen l'a dit, hein. Marine Le Pen, elle a dit aujourd'hui sur Europe 1, moi je souhaite que Nicolas Sarkozy se présente, et puis, oui, l'hubris, oui, je dis la fièvre, mais l'orgueil aussi, oui, c'est ça. La démesure, c'est ça aussi. Elle dit, je souhaite que Nicolas Sarkozy se présente, se présente. Nous ne sommes pas dans un pays gouverné par des juges, nous sommes dans une démocratie. Voilà. Et ce sont les électeurs qui trancheront, machin, tout ça. Donc même elle part sur l'idée des juges rouges, en fait, c'est qui est le gros fantasme alimenté à droite. Alors, donc dans le télégramme, c'est où le télégramme ? L'hubris des magistrats, le télégramme c'est breton, c'est breton. Bon, c'est un journal de droite de Bretagne apparemment. Mais à quel titre le pouvoir judiciaire serait-il autorisé à céder à l'hubris qu'il traque impitoyablement chez les élus ? S'interroge le Figaro. Donc on a encore l'hubris. Hein. Plus que l'image abîmée d'un homme et sa mise à mort politique, l'opinion, c'est bien l'institution judiciaire qui est ciblée. L'opinion, journal libéral, centriste, full droite. Il fut un temps lointain où il fallait se garder d'être faible face à la justice du roi. Il faudrait maintenant craindre d'être puissant face à celle de la République. N'importe quoi. Avertit encore l'opinion. Non mais vous entendez ces conneries ? C'est-à-dire que là, ils sont en train de dire la justice, elle est plus forte contre les forts. Et elle est faible avec les faibles. Mais vous avez craqué complètement. Merci, Aplariste. C'est juste notre quotidien local. Donc l'opinion, très bien. Les robes noires, donc, ces juges accusés de toute puissance, ordonnateurs d'un dégagisme judiciaire, selon le Parisien, sont autant, sinon plus, sous les projecteurs que les condamnés eux-mêmes. Les juges plaident la séparation des pouvoirs. Peut-on encore croire en leur sincérité ? Va jusqu'à s'interroger le Parisien, propriété de Bernard Arnault. Ce n'est donc plus la sincérité d'un responsable politique que l'on serait en droit d'attendre.
qui est interrogée, mais celle des magistrats. La condamnation de Nicolas Sarkozy aura ce mérite d'interroger les représentations politiques bien différentes en dehors de nos frontières. Voilà, petit effet, vous avez vu, petit effet de miroir relativement saisissant. Alors que partout, ils parlent d'un bon coup de balai. Et puis c'est pas, ils ont pas pris des journaux de gauche spécialement, ils ont pris les journaux de référence centristes, voilà, des pays en question. Partout, tout le monde dit bah c'est pas plus mal qu'on en soit là. Merci LDF Corporation qui a offert un abonnement à je ne sais pas qui, à Mongoldorak. Très bien, beau pseudo. Voilà. Donc et puis la presse française qui est là, oh, tyrannie des juges, mon Dieu. Merci Dr Kerry, merci Jules pour ton taf de qualité. En Bretagne, le Télégramme est historiquement un poil plus à gauche que Ouest France. Ah ouais? Bah écoute, ils ont peut-être un éditorialiste de droite, parce que c'était qui C'est possible, hein. Le Télégramme. Ça te va, le Télégramme? Qui a écrit ça? C'était un édito, de toute façon. Oui, c'était un édito, l'ubris des magistrats. Hubert Coudurier donne son point de vue sur la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. Après, on peut regarder s'il est de droite, hein, en regardant sa bio. Voilà, hop, Hubert Coudurier. Journaliste, bah déjà il a une tête de droite. Il a une tête, voilà, bon. On va regarder ça plus en détail, parce qu'on fait des fiches ici. Hubert Coudurier débute à l'AFP, il est ensuite grand reporter, notamment à France 3, de 85 à 90, puis chroniqueur. Ah, ça pourrait être quelqu'un de gauche quand même, parce que pour rentrer à France 3 en 85, c'est pas absurde. En 86, Hubert Coudurier rejoint le Télégramme, dirigé par son père. Ah, tiens, en qualité de secrétaire général adjoint. Il devient plus tard directeur de l'information du quotidien et administrateur du groupe Télégramme. Ah, maintenant il est administrateur du groupe. Son frère Édouard Coudurier, né en 61, devient président du conseil d'administration. Bah, mais c'est une entreprise familiale. Succédant à son père Jean-Pierre Coudurier, Coudur pour Coudurier, décédé en novembre 2001. Édouard représente la 4e génération Coudurier à la tête du Télégramme. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est une lignée, c'est une dynastie, même, dirons-nous. C'est le népotisme. Très très bien. Non, je pense qu'il est de droite. Au printemps 2007, Hubert Coudurier fait partie des journalistes qui suivent et starifient le couple Sarkozy. Ah, c'est un fan de la première heure, en fait. En septembre 2008, il publie le livre Amour, rupture et trahison, dans lequel il fait quelques révélations sur la vie amoureuse du président français. Hubert Coudurier est un ancien auditeur. 45e session de l'IHEDN, je sais pas ce que c'est, Institut des hautes études de défense nationale, d'accord. Il est depuis son lancement en novembre 2009 président de Télévision Bretagne Ouest, TBO, après avoir été vice-président de Nantes 7. Bon bah très bien. Très bien, il a sorti en 2017 un bouquin sur Jean-Yves Le Drian, le glaive du président. Bon bah il est un peu de droite. Non mais lis la phrase d'après, mais j'ai tout lu là. J'ai tout lu. Merci Twisted Punk. Coudurier, oui, c'est ça. Mais je l'ai fait le jeu de mots avec coup dur pour Coudurier. Non, c'est bon, j'ai pas raté plus. Ah, ça y est, Mémé vient dire bonjour. C'est bon. Alors, on va passer à... Donc maintenant qu'on a regardé qui était Coudurier, on en sait un petit peu plus sur le Télégramme, donc entreprise familiale qu'on se refile de père en fils. 4e génération de Coudurier. Donc je me... Fais pas de soucis pour leurs enfants, on va leur repasser des trucs. Oui, je montre le chat. Voilà. T'es contente d'être là? T'es contente d'avoir vu les gens? Regarde, ils sont dans le chat. Oui, c'est ça, c'est un notable à l'ancienne. Et après, on vient nous parler du mérite, évidemment, bien sûr. Très beau chat, n'est-ce pas? Merci Lord GE2, merci GE2. Allo 1804 qui dit salut la vraie gauche. Et merci pour le taf. Non, attends, j'ai pas bien lu la fin. J'ai dit, ça se trouve, c'était merci pour le taf. Alors, c'était pas merci pour le taf, c'était merci pour tout. Ok, on continue avec Lordon. Hein? C'est bon, Lordon? Pour favoriser une entente des luttes. Ou engager le combat quand on ne peut pas tout faire à la fois. D'abord en reconnaissant que, si les luttes contre les dominations diffèrent en périmètre, elles sont égales en légitimité. Puis en recommandant que la séparation absolue entre elles cède le pas à l'autonomie relative et à l'attention réciproque. Enfin, en refusant qu'une lutte puisse nuire aux autres luttes. Une fois cela posé, tout peut commencer. Voilà. Et non, c'était pas la voix de Sarko, ça, putain. Merci, le papy fou furieux. En définitive et en dernière analyse. Donc voilà, c'est l'article, Lordon, le pape, hein, le pape des luttes. Notre saint Lordon, qui nous délivre sa bonne parole. D'habitude, c'est sur le blog. Alors là, cette fois-ci, c'est dans le monde diplomatique. C'est dans le vrai journal, le monde diplomatique, dans la version papier, etc.
Non, j'ai rien raté de gens là, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Donc on va voir ce qu'il nous dit sur comment on hiérarchise les luttes, sans les hiérarchiser, mais tout en les hiérarchisant peut-être un petit peu quand même. Je sais pas ce qu'il nous propose. Je pense que c'est quand même suite au débat. Il y a eu pas mal de débats à gauche sur les questions notamment de race, de classe, de genre. On a parlé de Édouard Noiriel, de Noiriel et Stéphane Beau dans OLG ce lundi. C'est des questions qui agitent la gauche. Est-ce que la variable raciale commence à prendre trop de place? Et puis il y en a qui répondent mais les luttes des classes c'est bien mignon, mais quand on fait juste la lutte des classes, il n'y a plus de place pour les luttes antiracistes. Et puis les luttes antiracistes, on leur dit bah ouais, mais du coup vous faites pas la lutte des classes, machin. Bon, c'est gros débat, mais toujours le même débat en fait. J'ai rien prévu. Merci pour les imitations rares, en effet. Alors. Repartons de la postulation bien fondée, je ne vais pas faire l'accent tout le long parce que déjà je vais essayer de comprendre ce qu'il raconte. Repartons de la postulation bien fondée, les combats antiracistes et anticapitalistes sont liés. Ça c'est vrai. Et de la question qui s'ensuivait, oui mais comment? Pas simplement donc, c'est même une articulation passablement complexe. La hiérarchie structurale des rapports de domination ne détermine aucune hiérarchie de qualité des luttes qui correspondent à ces rapports. Aucune lutte ne se subordonnera les autres. Ce serait doublement idiot. Symboliquement d'abord, parce qu'on ne construira pas un bloc contre-hégémonique sans faire se parler, se considérer, se rapprocher et même se retrouver de quelque manière au moment décisif les différentes composantes du paysage des luttes. Bon, très bien. Non mais elle se frotte au micro, mémé, arrête de te frotter au micro, merci, j'ai rien prévu. Ah bah non, moi j'ai déjà dit, juste il y a des salauds qui partent encore, très bien. J'écoute plus, je regarde que mes mères. On voit mes mères? Mais non. Bon alors, premier argument, faut pas hiérarchiser, il dit. Faut pas hiérarchiser parce que les luttes sont vouées à, du coup, se rapprocher les unes des autres, parce qu'il le faut, voilà, bon, ok. Donc, sans qu'il soit fait droit aux légitimes motifs de chacune, ni inversement que les unes ne renoncent à inféoder les autres ou simplement les battre froid. Bon, en gros, faut être gentil les uns avec les autres, et aucune lutte ne doit subordonner les autres. Merci, Noskik, putain. Attends, je galère, là, j'ai le chat, ça fait des salauds. Mémé, là, je dois me concentrer, c'est du lordon, là. J'essaie de comprendre où il veut en venir avec les gens. Stratégiquement, ensuite, parce que pour l'heure, les divers rapports de domination sont si intriqués que les luttes en sont indistinguables en situation. Allez demander par exemple aux femmes de chambre noire en grève des hôtels Ibis de faire le tri de leurs causes ou de les hiérarchiser. C'est ça, oui, je réfléchissais il y a pas longtemps, tu penses les chauffeurs Uber et les livreurs Deliveroo. Bon, on voit qu'il y a manifestement un truc qui se passe et qu'il n'y a pas beaucoup de blancs qui font ça. Il doit y avoir une variable raciale. Et il n'y a pas longtemps, par exemple, j'écoutais Les Pieds sur Terre. Ça te va, Les Pieds sur Terre? J'écoutais Les Pieds sur Terre, et il y a un mec qui racontait comment il s'était fait refuser un emploi, alors que c'était tout bien passé, il avait fait les entretiens, il était qualifié pour le truc, un boulot de commercial. Sauf qu'il avait une barbe et un nom rebeu et qu'il était grand. Et l'épisode il était particulièrement marquant parce qu'à la fin, l'épisode des Pieds sur Terre, donc c'est une émission documentaire qui passe à 13h30 sur France Culture tous les jours de la semaine. Et il y avait l'appel que lui a eu l'audace d'enregistrer lui-même. Et il a demandé pourquoi vous me prenez pas alors qu'ils ont pris son pote à lui. Alors que c'était lui qui avait fait venir son pote d'ailleurs pour les entretiens. Il dit bah oui mais tu comprends, moi je sais très bien que ça le ferait, mais la hiérarchie, écoute t'es grand, c'est un métier où t'es pas commercial où les gens viennent te voir, c'est toi qui dois aller vers les gens, donc avec ta carrure, enfin voilà, la barbe ça passe pas. Et lui il fait mais je m'appellerais Jean-Baptiste, elle passerait la barbe. Il fait oh mais non c'est pas ça, tu te mets des idées dans la tête, évidemment que c'est pas ça. Non c'est que déjà t'es grand, enfin comprends-toi, mets-toi à la place d'une vieille dame, machin, un grand gaillard comme toi, si en plus t'as une barbe. Il fait mais si je rase ma barbe c'est bon. Il fait oui ça peut le faire si tu rases la barbe. Mais et donc il fait oui mais si je m'appelais Jean-Baptiste, voilà, vous avez compris l'idée. Essayez de lui expliquer pourquoi ils allaient pas le prendre parce qu'il avait une barbe et qu'il était arabe en plus, donc ça fait trop quoi, ça faisait manifestement trop. Et donc du coup le mec il a dit après qu'est-ce que j'ai fait une formation, je suis devenu chauffeur Uber. Vous voyez comment des mécanismes de discrimination vont amener aussi des gens vers ces métiers-là qui auraient bien fait autre chose. Donc qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment tu te retrouves chauffeur Uber, qu'est-ce qui fait que tu fais Deliveroo,
Et qu'est-ce que tu fais que... voilà. Il y a des... Qu'est-ce qui fait que magiquement, les plus pauvres, les plus racisés vont occuper les postes... je veux dire, aujourd'hui, avec du pognon, tu peux te faire servir. Ce qu'a apporté Uber et Deliveroo, c'est le luxe pour tous, presque. Se faire servir sa bouffe, se faire conduire, alors que les taxis c'était plus cher. Mais là, on a démocratisé un certain nombre d'avantages qui jusque-là n'étaient que ceux des bourgeois, hein, se faire livrer de la bouffe, se faire conduire. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci Siacarello. On a démocratisé ces trucs-là grâce à des plateformes où finalement le prix qui fait que ça va être moins cher, le prix de ça, c'est des conditions de travail, de précarité, des salaires moindres pour ceux qui effectuent ces boulots-là sans protection sociale, etc. Et comme par hasard, donc ces boulots de serviteurs, en fait, bientôt, va y avoir un truc Uber pour se faire, comment on dit, éventer, pourquoi pas, tu vois. Et ce sera moins cher, et jusque-là, personne ne pouvait avoir quelqu'un qui l'évente l'été à côté, mais il y aura une appli qui fait que des gens vont dire, bon, bah, je vais faire ça, parce que finalement... Et donc, l'accès à certains emplois est rendu difficile par des conditions racistes, par des critères racistes, et du coup, ces travailleurs se retrouvent jetés dans ce sous-marché de l'emploi, déqualifiés, pas qualifiants, etc. Voilà, en gros. Vous voyez l'idée. L'idée, c'est que c'est manifestement le capitalisme qui permet ça, mais manifestement, il y a aussi le racisme qui est lié là-dedans, qui fait qu'aujourd'hui, tiens, comme par hasard, alors qu'on a un nouveau système pour avoir des serviteurs, là, ces petites applis, pour avoir des serviteurs qui nous servent un petit peu comme avaient les colons quand ils étaient en Afrique, en Asie du Sud-Est, voilà, tout était... je veux dire, j'ai discuté avec des gens qui étaient partis en Asie du Sud-Est, voilà, et qui disaient, on faisait jamais à bouffer. Bah non. On faisait jamais à bouffer. Bah non, parce qu'il suffisait, tout était pas cher, t'arrivais avec un pouvoir d'achat d'occidental, donc du coup, il se faisait jamais à bouffer, il y avait qu'à se faire livrer, il y avait qu'à se faire, voilà. Vous voyez. Bon bah nous, on commence à en être là aussi, on commence à avoir délégué un certain nombre de trucs qu'on faisait nous-mêmes à du petit personnel, mais du petit personnel précaire. Et comme par hasard, bah tiens, c'est que des Noirs et des Arabes. Comme par hasard. Comment ça se fait que ça se recoupe ? Ça se recoupe, et c'est ça une société post-coloniale aussi. Vous voyez l'idée ? Le racisme repousse les gens de certains travails, fait qu'ils vont pas les avoir, donc ils vont se déporter vers d'autres travails, et vous voyez l'idée. Bref, je sais pas ce que dit Lordon là-dedans. Merci Douerawan. Donc la hiérarchie structurale des rapports de domination ne détermine aucune hiérarchie de qualité des luttes qui correspondent à ces rapports. Aucune lutte ne subordonnera les autres. Ce serait doublement idiot. Bon, ça on l'a dit. Hein. Voilà. Et donc il dit, c'est compliqué. Par exemple, prenez les femmes de chambre des hôtels Ibis. C'est compliqué de voir ce qui dans leur situation est dû au racisme de leurs employeurs. Et qu'est-ce qui est dû tout simplement à leur volonté de l'employeur de faire du pognon, c'est-à-dire le capitalisme. Ce sont des complexes, des agglomérats de domination qui se donnent en pratique, si bien que lutter contre l'une est ipso facto lutter contre les autres. Il s'ensuit 4 conclusions possibles. Alors il nous propose 4 options. Merci Sylvain 910 pour ton prime. Il nous propose 4 options. Merde, mais je suis abonné. Attendez, on va régler ça parce que moi je suis abonné. Hein. Attendez, je vais couper pour pas que je rentre mes identifiants devant vous. Enfin, je vais couper. Je vais masquer, voilà, hop, ça je suis abonné, hein. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Alors, pourquoi tu veux pas que je m'y... Voilà, restez identifié quelques jours, oui. Is ok? Petit suspense, ça charge. Quand tu veux, mon grand. Putain, le site du Diplo, c'est plus ce que c'était. Merci Konishiwa pour ton 5e mois. C'est bon, ça marche, c'est bon. On est revenu. Alors, donc 4 hypothèses. 1. Il n'y aura pas de bloc contre-hégémonique hors d'une reconnaissance de l'égalité des luttes. Donc, bloc contre-hégémonique, c'est l'idée que de toute façon, il faut reconstruire la gauche, il faut la reconstruire autour de toutes les luttes de la gauche, face à l'hégémonie de la droite et de l'extrême droite. Merci Jean Sobre pour ton abonnement de niveau 1. Donc c'est ça le bloc contre-hégémonique, c'est quelle alliance, voilà. Merci Veuve Chico qui a offert un abonnement.
il n'y aura pas de bloc contre-hégémonique hors d'une reconnaissance de l'égalité des luttes. On peut pas arriver en disant moi ma lutte elle est plus importante, toi ça passe au second plan. Ça peut pas marcher parce qu'on fera pas de bloc avec ça. Une égalité qualitative cependant qui n'empêche pas de faire des différences quantitatives. Égale en légitimité, les luttes diffèrent en périmètre. Bien sûr, ces périmètres connaissent des zones de recouvrement, mais partielles. C'est-à-dire que oui, par exemple, les femmes de chambre du coup de l'Ibis des Batignolles. Dans ces recouvrements, la superposition des dominations se trouve structurée d'une certaine manière. Répondre à la question de savoir comment les combats sont liés, c'est penser cela, les recouvrements partiels, de quelle manière ça s'agence en leur sein, et ce qu'il y a au dehors. Bon, ça c'est la première hypothèse. Des luttes égales en légitimité, mais qui n'ont pas les mêmes périmètres, qui parfois se recoupent, donc en gros, peut-être une forme d'autonomie de chaque lutte, mais qui ne doivent pas... Voilà, ce qu'ils ne préconisent pas, là, dans cette première hypothèse, c'est que l'une bouffe l'autre. Voilà. Que les recouvrements ne soient que partiels, qu'il y ait un dedans et un dehors, ceci se synthétise en reconnaissant à toutes ces luttes leur autonomie relative. Moi j'ai dit autonomie, lui il dit autonomie relative, donc où les deux mots comptent, autonomie et relative. Reconnaître l'autonomie des luttes antiracistes ou féministes, ce n'est pas se raconter que le capitalisme dépassé, ses oppressions seraient ipso facto supprimées. Malheureusement, on peut parfaitement concevoir une société post-capitaliste qui conserverait des traits racistes, homophobes, sexistes, ou bien même qui créerait des hiérarchies inédites. Oui, bien sûr. Les oppressions qui se trouvent mises en jeu dans ces luttes valent pour elles-mêmes, sans pouvoir être intégralement réduites, comme produit dérivé, à une oppression matricielle qui serait celle du capitalisme. Ça, c'est une vieille idée, mais il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui en sont revenus, quand même. Maintenant, on est en 2021, il me semble que, voilà. Il n'y a personne qui dit la seule lutte c'est le capitalisme. Enfin si, il y en a qui vont dire ça, mais des réacs du PCF. Et puis une fois qu'on a fini avec le capitalisme, voilà, c'est bon. Ça me paraît un peu... voilà. Autonomie donc, mais relative. Car si elle n'est pas matricielle, la domination capitaliste n'en occupe pas moins la place supérieure dans la hiérarchie structurale des dominations. Et nous savons maintenant pourquoi. Alors là, il y a un petit 2. Il mène où ce petit 2 ? Ibid, il mène à Ibid. Il est fait référence ici à une thèse exposée dans Figure du communisme. C'est pour nous vendre son bouquin. C'est ça, c'est son bouquin, ça, Figure du communisme. Eh oui, Figure du communisme. Dernier livre de Frédéric Lordon. Achetez-le à la Fnac. Évidemment que non, bien sûr. Allez chez votre petit libraire, bien entendu. Sur le Discord insoumis aussi, t'avais masse de gens qui pensent comme ça. Il y en a, ils s'en battent les couilles. Il y en a, ils disent même que les luttes antisexistes, antiracistes font perdre du temps à la lutte centrale qui est celle contre le capitalisme. Mais alors là, ce qu'il dit, c'est que, certes, autonomie, mais relative, parce que pour lui, la domination capitaliste occupe quand même une place supérieure dans la hiérarchie structurale des dominations. En gros, c'est ce que je disais sur le fait que, par exemple, c'est le marché de l'emploi qui va, et le marché de l'emploi capitaliste, qui va faire qu'aujourd'hui on est servi par des Noirs et des Arabes. Et le racisme de quelques-uns trouve une forme d'expression qui rend très concrète la domination. Toute forme de domination aujourd'hui prend des formes capitalistes. Le capitalisme façonne chaque domination en assignant les places des uns des autres, les métiers, la pauvreté, la richesse, etc. Merci Stan Mimic. De tous les rapports de domination, c'est-à-dire que peu importe votre domination, vous avez de toute façon une place dans les rapports socio-capitalistes, et cette place-là va être aussi fixée par les autres dominations, mais elle va s'exprimer dans un langage capitaliste dans votre vie. Ça va se traduire par... De tous les rapports de domination dont la société contemporaine est traversée, le rapport capitaliste est celui qui est en position de se maintenir quand tous les autres seraient attaqués, voire réduits, sur le mode du simulacre ou de l'ajustement marginal, ou davantage si la situation le lui imposait. Il peut même collaborer à ces contestations. La plupart du temps, en effet, c'est sous une forme dont l'hypocrisie confine au grotesque. Ainsi, de Madame Hillary Clinton qui, lors de sa campagne de 2016, n'hésite pas à lâcher « Si nous brisions les grandes banques demain, cela mettrait-il fin au racisme ? Cela mettrait-il fin au sexisme ? Cela mettrait-il fin aux discriminations contre la communauté LGBTQ ? Cela rendrait-il les gens plus accueillants aux migrants du jour au lendemain ?» Ah oui, donc elle a dit... oui. Donc il prend l'exemple d'une Hillary Clinton qui caricaturalement dit toutes les autres oppressions, moi je vais les prendre en charge, mais si on s'attaquait aux banques, ça change rien à votre problème.
Du coup, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais nous avons les mêmes à la maison, et pendant des décennies, nous avons eu le temps de voir à l'œuvre les organes de la diversion sociétale. Oula, où il part là. Libération, l'Obs, etc. Ouais, j'aime pas trop l'argumentaire à base de diversion sociétale. Madame Clinton ne perd pas par hasard en 2016, elle perd parce que ses stratégies de diversion et de substitution ont atteint leurs limites. Merci, professeur Berner. Même Clinton ne perd pas par... Ouais. Même les luttes en direction desquelles ces stratégies avaient été hypocritement orientées aperçoivent qu'elles n'ont plus rien à y gagner, et même beaucoup à y perdre. Mais on ne fera plus le coup des banques. Merci, professeur Berner, qui a offert un abonnement à Bolchegeek. Ah oui, Bolchegeek, tu es dans le coin ? Tu l'avais lu ? Oui, c'est toi qui m'avais dit qu'il l'avait lu, tu voulais en discuter après. On en discutera entre nous. On ne fera plus le coup des banques au féminisme pour les 99%, qui réaccroche fermement son action à une perspective anticapitaliste, et cela sans pour autant rien abandonner de sa spécificité à elle. Telle est exactement la synthèse de l'autonomie relative. Au reste, c'est le capitalisme lui-même qui l'impose, puisque, jouant la synergie des dominations, il induit par là même une synergie des luttes, en tout cas leur articulation de fait à l'image de nouveau des femmes de chambre noire des hôtels Ibis. Le capitalisme se sert des autres rapports de domination pour péjorer le sien propre. Par conséquent, c'est aussi dans et par l'intensification de son oppression salariale qu'une femme éprouve plus intensément l'oppression sexiste, un racisé l'oppression raciste. Oui, ça c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Merci la Gauloise. Merci la Gauloise. C'est-à-dire que voilà, toute forme d'oppression a une traduction in fine, après, dans le marché du travail, dans la répartition des tâches, etc., et de la pauvreté et de la richesse. Parce qu'il est placé en position supérieure dans la hiérarchie structurale, position d'où il remobilise à son profit toutes les autres dominations, le rapport capitaliste, de fait, organise et pratique la convergence des dominations. La convergence rêvée des luttes aurait dû s'en suivre, mais il fallait d'abord que le capitalisme sorte du domaine de l'inquestionnable, où il s'est maintenu si longtemps. Merci Sids. Où il s'est maintenu si longtemps. Et puis, mais sans doute du même mouvement, que les diverses luttes à l'origine logiquement et légitimement auto-centrées entrent dans le régime des autonomies relatives, c'est-à-dire s'extrait de l'état de séparation absolue où tant de sollicitudes intéressées, Madame Clinton, Libé, s'efforçaient de les entretenir. Ok. Il fallait aussi que... Oui, donc l'idée c'était de briser l'autonomie absolue qui serait un idéal de libéral, en fait, qui ne veut pas s'attaquer du tout au capitalisme, d'où l'idée d'autonomie relative. Petit 4. Quatrième proposition. Il fallait aussi que les luttes sortant de leur régime de séparation sortent par là même d'un certain régime d'inattention aux autres luttes. D'inattention, voire de dommages collatéral, par enfermement dans l'exclusivité chacune de sa cause et ignorance de toute autre chose que sa cause. Que chacun soit d'abord préoccupé de son affaire, c'est assez normal. Qu'il le soit au point de nuire aux affaires des autres, non. Un intellectuel comme Paul B. Preciado s'en va défendre les luttes LGBT dans un clip arty au possible tourné par Gus Van Sant pour le géant de luxe Gucci. Exploiteur comme il se doit et fraudeur fiscal convaincu de surcroît, les luttes salariales ne lui disent pas merci. Il faut bien avouer que dans un cas aussi pur, tout semble réuni pour le pire de la caricature Clinton, c'est-à-dire pour accréditer dans les classes populaires l'idée désastreuse que certaines luttes ici... Oui, alors ouais, ça c'est vrai. Cette idée désastreuse que certaines luttes ici LGBTQ ne concernent qu'un autre monde, un monde autre que le leur, où ne sont déclarés d'intérêt que des problèmes autres que les leurs. Ça, c'est une idée très très répandue. Dans le même ordre d'idée, un philosophe comme Emmanuel Coccia pense pouvoir s'adonner à sa passion de la terre et des arbres en collaborant à une exposition de la Fondation Cartier, Nous les arbres. Le catalogue est visiblement de toute beauté, l'architecture du bâtiment mérite d'être vantée, elle est déjà réconciliée avec la nature, nous dit le conseiller scientifique. L'institution tout entière finalement est digne d'éloge. Ces soirées nomades, dans lesquelles il intervient, sont d'ailleurs du dernier chic. On ne dira pas que la joaillerie du luxe n'a pas quelques vertus si elle nous permet d'entrer dans la communauté politique des marronniers. Voilà, bon ça c'est très méchant. Merci pour ton travail. Hello Gecko. Merci Foxina. Vous voyez l'idée, hein. Visiblement, la cause des arbres éloigne de celle, sinon des humains, du moins des humains salariés.
Merci Backlear, merci Chopos aussi, toujours un plaisir ces streams. Donc la cause des arbres éloigne de celle, sinon des humains, du moins des humains salariés. C'est vrai que les capitalistes ont tout intérêt à se repeindre en personnes engagées pour des combats qui ne leur coûtent pas grand chose et qui en tout cas ne remet pas en question leur propre domination sur leur terrain donné. Dieu sait qu'elles n'ont pourtant rien qui puisse, au fond, les opposer, hein, la cause des arbres et celle des humains. Bien au contraire. Et cependant, il se trouve des manières de poursuivre la première, la cause des arbres, qui ont si peu cure de la seconde qu'elles parviennent à les rendre antagonistes. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut revenir à l'épisode qu'on avait fait sur Extinction Rébellion, vous voyez ? Merci. Christ Cosmique, merci pour ton taf, c'est toujours un plaisir. Vous voyez le Extinction Rébellion, quand des écolos sont tellement zélés, sont tellement tombés dans un légalisme, comment dirais-je, sont tellement aveugles au combat des autres qu'ils en viennent à combattre les autres sur leur combat, enfin vous voyez, effacer les tags, machin, et eux-mêmes reproduire des dominations et de la hiérarchie des luttes, parce que alors là ça c'était très clair chez Extinction Rébellion, c'était nous on a la cause suprême, justement, nous on a la cause suprême, c'était pas du tout l'idée d'une autonomie relative. Parce que la planète, ça passe quand même avant vos conneries de racisme, de combat contre les flics, de machin. Ça, c'est des trucs bas du front, quasiment. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi un bon exemple. Des gens... Ça ne veut pas dire que tous les gens d'Extinction Rébellion sont comme ça, et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont avancé là-dedans. Élise, auteur anonyme d'un article pour la revue Trou Noir, pose la question décisive. Dans nos luttes, à quel monde nous lions-nous ? Pour Preciado, pourtant, à la recherche de nouvelles alliances qui tiendraient ensemble les luttes de toutes sortes contre les politiques hétéropatriarcales, capitalistes, coloniales et extractivistes, c'est quand même ballot de finir dans une institution archi-capitaliste. Ah oui, c'est vrai. Ou alors, c'est beaucoup présumé de ses forces si le geste stratégique est celui de la subversion, de l'action de l'intérieur, du discours anticapitaliste esthétiquement tenu depuis le capitalisme, mais au mépris de l'expérience tant de fois répétée, de la puissance de phagocytose du capitalisme, hein, sa capacité à tout récupérer, de sa capacité à tout digérer, à tout annuler, à tout recoder en sa faveur, y compris surtout les subversions. Pour sa justification, Preciado souligne qu'il n'a jamais eu autant de liberté qu'en travaillant avec Gucci. Comment dire ? C'est peut-être ça le problème. La question en tout cas n'est pas tant celle de la pureté que celle de l'efficacité stratégique, c'est pas fini. L'efficacité stratégique, la même au demeurant que celle posée en permanence au moment d'envisager d'aller dans les médias mainstream. Un peu aussi celle des tentations, du glamour culturel et des institutions capitalistes qui ont compris tout l'avantage de les arroser généreusement. Et dans un monde capitaliste, les capitalistes possèdent tout, donc ils ont un monde plein de moyens, plein de beauté aussi, un monde magnifique. C'est-à-dire quand t'es reçu, je sais pas, j'imagine, à la Fondation Cartier, je sais pas quoi, la Fondation LVMH, machin, ça doit être magnifique. Enfin voilà, ils ont avec eux un pouvoir de séduction énorme avec cet argent, alors que le monde de cette contre-hégémonie qu'il s'agirait de construire est rempli de quoi ? De palettes, de squats, de banderoles dessinées à la main, beaucoup moins glamour, il n'y a pas de pognon, on fait tout dans la galère. Ah bah c'est sûr que du coup, c'est plus casse-couille pour nous de séduire. Et on peut comprendre que des activistes qui n'ont pas une pensée très, on va dire... pourtant il a une pensée radicale apparemment, Preciado, mais... Bon, on peut comprendre qu'il soit séduit à l'idée de travailler avec Gucci, c'est autre chose que travailler avec les babos là, hein. Petit miracle. Alors oui, se demander à qui on va se lier pour conduire sa lutte n'est pas du luxe, spécialement quand certaines de ces liaisons font à ce point du tort aux luttes d'à côté. Que de son côté le philosophe des arbres n'ait la tête qu'à la canopée et très peu, pas du tout, au salariat, ça n'est pas en soi un problème. Comme les luttes, les passions intellectuelles sont toutes égales en dignité. Mais ça le devient quand sa passion des arbres, à plus forte raison de ce qu'elle se donne pour critique, emprunte des chemins qui légitiment un peu plus encore ces institutions capitalistes spécialistes du blanchiment moral mécène, philanthrope, amis des arts, c'est-à-dire des escrocs symboliques œuvrant à répandre l'idée que le capitalisme n'est pas si mauvais qu'on dit, qu'il a le souci d'autre chose, plus élevé que du simple cash flow, et que somme toute, on serait bien mal avisé de le renverser. D'où suit comme conséquence logique, à défaut d'être explicitement verbalisé, que, mon Dieu, le salariat restera le salariat. Que pendant ce temps, dans le salariat justement, ça massacre à tour de bras.
y compris dans les groupes de luxe, qui ne sont pas les derniers à manier la tronçonneuse. C'est évidemment regrettable, mais les arbres tout de même. Les musées et les fondations d'art contemporain sont devenus les jumelles à travers lesquelles il est possible de deviner notre avenir, croit entrevoir Kochia. Au moins, les choses sont-elles claires? Par Fondation d'art contemporain interposée, nous sommes invités à envisager notre avenir avec les jumelles de Cartier, de Gucci et de Monsieur Bernard Arnault. Et c'est avec ce genre d'opticien que Kochia pense pouvoir sauver les arbres qui lui sont chers. Il y a des degrés de l'égarement politique des intellectuels qui laissent pantois. J'aime bien ce passage. Moi, j'aime bien tout ce passage. Bon, c'est un peu facile. Enfin, je veux dire, c'est un peu gratuit, mais je suis assez d'accord. Merci, Beaupit. Si donc, pour faire dans les grands mots, on devait formuler une éthique politique des luttes, ou de la coexistence des luttes, elle aurait pour premier principe de ne rien faire dans sa lutte qui puisse nuire aux autres luttes, à commencer par simplement s'abstenir de les débiner, comme inutile distraction. Et aussi de passer par des lieux, des supports ou des alliés, fussent-ils de rencontres, instrumentaux même, qui font objectivement du tort aux autres luttes. Par exemple, on ne va pas poursuivre la sortie de l'euro avec les racistes du Rassemblement National, quand ils la poursuivaient. Ou les souverainistes des deux bords, ça c'est pour Arnaud Montebourg. On n'entreprend pas de sauver le peuple de la classe ouvrière par la Révolution nationale, ça c'est pour... Ça c'est Pétain, c'est Hitler, ça, la Révolution nationale. On ne fait pas des procès pour racisme à des militants marxistes. C'est pas pareil ça ce que tu dis là. On ne fait pas des procès pour racisme à des militants marxistes au seul motif de leur préférence pour la lutte des classes. Là, on vient de mélanger quand même des trucs qui ont un peu rien à voir là. Autant je suis d'accord... Donc là, il parle, hein, sans les nommer... C'est ce passage qui passe mal, ça m'étonne pas. Merci Narvalou. Là, il vient de, sans les nommer, parler de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, donc que j'évoquais lundi dans OLG hier. Donc, on fait un bouquin sur ce que appellent les obsédés de la race, le fait que en sciences sociales, ils parlent pas chez les militants, eux, hein. Ils parlent en sciences sociales. Ils disent en sciences sociales, c'est ce que j'ai rappelé dans le truc de lundi. En sciences, même Mémé, elle est choquée. En sciences sociales, la variable de la race a pris trop d'importance. Alors j'entendais Pascal Blanchard, par exemple, historien, dire oui, mais ça c'est pas très grave en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que le climat ambiant fait que quand on a des jeunes qui sont hyper motivés pour prendre un problème et le traiter sous l'angle du genre, de la race, etc. On leur dit oui, c'est bien, mais soyez pas aveugles, notamment, enfin, je veux dire, ils disent ça c'est le rôle des gens qui les encadrent, qui dirigent leur recherche, de leur dire c'est très bien la variable de la race, y a pas de souci, oublie pas les autres par contre, hein, parce que sinon tu vas pas avoir le problème dans sa complexité. Mais le texte de Beau et Noiriel a été largement récupéré. C'était un peu ce dont on parlait avec Guillaume Erner. Hein. Guillaume Erner était, mais alors du coup, vous êtes contre les antiracistes là qui cassent les couilles. Et eux ils disaient non, ça, moi c'est dans le champ académique. Je trouve que cette variable a pris trop de place et quand on en oublie la variable de classe, mais alors c'est devenu, ça a pris des proportions, c'est devenu tout et n'importe quoi. Donc moi je pense, moi, ça n'engage que moi, que en effet, Beau et Noiriel ont succombé à une forme de panique de vieux et qui a des relents de domination blanche, oui. C'est-à-dire qu'ils se sont permis des choses avec les luttes, avec ce qu'ils disent des travaux sur la race. Enfin, ça a été dit dans plusieurs articles. On en a parlé déjà ici. Ils se sont permis de peu citer les trucs dont ils parlaient. Ils avaient manifestement pas un respect énorme pour leur objet, pour l'objet auquel ils s'attaquaient, à savoir voilà, les études qui traitent de ces sujets-là. Et voilà. Et à mon avis, Beau et Noiriel sont en effet partis dans un délire réac, qui a des relents en effet un peu racistes d'universalisme blanc bon teint, quoi. C'était un peu ça, quoi. Merci BafBaf93. Même si c'est un peu violent de dire c'est des racistes, tu vois, en fait c'est plus compliqué que ça, mais en effet il y a un fond, Merci Soviétique 1917, merci Usul de taxer mes revenus de livreur à vélo, merde. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites dans le texte, dans le ouais, préférence pour la lutte des classes, c'est drôlement formulé. Non, ouais, je pense qu'ils ont eu un mépris. Ils ont eu un mépris pour pas seulement une préférence pour la lutte des classes, je pense qu'ils ont eu un mépris pour les grilles de lecture, notamment parce qu'ils les voyaient gagner du terrain dans la jeunesse. C'est là où je dis, moi je vois plutôt une panique de vieux. Moi je vois plutôt une panique de vieux qu'un délire raciste, mais bon, ils ont pu se faire traiter... Hein, c'est ça, hein.
Ouais, ça a viré réac de ouf, ouais, c'est un peu ça. Bon, ils se sont fait traiter de racistes, mais c'est pas étonnant, moi, c'est pas étonnant parce que, en effet, le fait qu'ils soient blancs dans un univers universitaire blanc joue là-dedans. C'est aussi une panique identitaire, un petit peu, quelque part, malgré. Et ça nous. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Tu l'as lu leur bouquin? J'ai lu l'article dans le Diplo, j'ai pas lu leur bouquin. Non, j'ai lu des recensions de bouquins. Tiens, j'ai lu notamment l'article de Michel Zancarini-Fournel. Zancarini-Fournel, qui est assez clair sur le mépris, justement, qu'ils ont pu avoir pour le sujet dont ils s'étaient emparés. Zancarini-Fournel revient notamment sur le fait qu'ils ont fait énormément d'erreurs factuelles. Comme s'ils prenaient ça un peu à la zob. Et tu fais pas un bouquin à charge contre un certain nombre de trucs en faisant autant d'erreurs factuelles si en fait tu t'es pas vraiment intéressé au sujet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y avait un petit peu de... Et puis surtout, moi, l'argument aussi central, c'est mais est-ce que c'était vraiment opportun de faire ça à ce moment-là? Vous voyez bien que non, ça ne l'était pas, parce qu'après ils se sont fait... Guillaume Erner a cru que c'était tout à fait rabattable sur les positions les plus réactionnaires, qui veulent pas entendre parler de racisme, machin. Pour Guillaume Erner, tout ça c'était un peu la même chose. Et ils se sont fait récupérer, et ils se sont fait saluer par des réactionnaires comme Laurent Bouvet, machin. Donc c'était malvenu, c'était pas malin, c'était... Genre eux aussi, hein, parce que là, Lordon a envie d'engueuler les militants antiracistes qui ont traité Boé-Noiriel de racistes. Moi j'ai aussi envie d'engueuler Boé-Noiriel, qui ont trouvé malin de faire ce bouquin-là, à ce moment-là, au moment où la France en est là. C'était vraiment pas malin de donner... En fait, ils ont donné du grain à moudre aux racistes. Bon, voilà, moi je vois ça un peu comme ça. Donc bref, là je suis pas trop d'accord avec leur nom. Mais peut-être que je l'ai mal compris. Racisme, c'est pas un jugement moral. Non, c'est pas un jugement moral. Non, quand on dit raciste, ça veut tout simplement dire que la variable raciale a eu, à mon avis, un poids dans leur décision de faire ceci à ce moment-là ou pas, de défendre tel ou tel point de vue. Voilà. Dans leur passage à France Inter, ils disent eux-mêmes que les études qu'ils pointent du doigt sont ultra marginales en sciences sociales. J'ai pas compris pourquoi ils jugent leur propre move pertinent en étant conscients de ça. Ben moi non plus, c'était vraiment nul. Donc moi c'est plutôt eux que j'ai envie d'engueuler que les militants antiracistes qu'on dit ça va Boé-Noiriel avec vos angoisses racistes en fait. Vos angoisses racistes que putain on parle d'autre chose que de lutte des classes. Une petite panique, voilà. Raciste dans le sens où la variable de race a de l'importance. Pas dans le sens c'est des méchants racistes, vous voyez bien l'idée. C'est pas que c'est des méchants racistes, c'est des... Pour le coup, ils ont eu des réflexes racistes qui s'ignorent en fait. Moyennant quoi. Donc reprenons le texte. Attendez, je vais rouler une clope et je vais vous lire un petit peu. Je sais pas où on en est dans la polémique là. Je sais pas où vous en êtes vous, si vous me suivez, si vous voyez ce que je veux dire. Salaud. Monsieur Théo, merci pour le prime. Hein. Raciste, c'est un terme ultra péjoratif. Changez de terme si vous pensez... Oh là là, bif. Identitaire alors peut-être, je sais pas. Mais non, parce que c'est pas un truc... Oui, bah si, remarque, il y a peut-être un truc identitaire où on considérerait aussi l'identité de la classe ouvrière comme une classe, comme une identité. Une panique qu'il y ait un certain monde qui s'écroule, une certaine vision du monde qui perd un petit peu de sa prédominance. Il y a une panique identitaire, on peut en parler dans ce sens-là, si vous voulez. Sans les rabattre sur génération identitaire, vous voyez bien qu'on peut être un peu subtil. Un peu usé de cette polémique interminable. C'est raciste, y a pas à tergiverser, dit Dictateuf. On a tous des réflexes racistes. On est élevé dans une société raciste. On est des blancs. Enfin, je parle pour les blancs là du truc. C'est pas absurde que de temps en temps il y ait des. En effet, on se rende pas compte que certaines de nos positions partent du principe qu'on est on est centraux, si tu veux, dans cette société. Et que les marges doivent être marginales. Et que les marges, vous voyez, bon. Le racisme, c'est un problème matérialiste, pas moral. Il n'y a que les gens de droite qui y voient une question morale. Merci d'arrêter de parler de gauche moraliste. Tu suggères que les structures influencent les individus, Usul? Ben, ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. Résumer le débat, ça va être compliqué, Kestoine. Va falloir t'abonner, comme ça, t'as le replay. Voilà. Pour les racisés, un raciste, c'est juste un blanc qui défend ses privilèges politiquement, c'est pas faux. Qui défend sa position, ses positions, ses privilèges, oui, c'est ça, ses positions privilégiées.
Palombarini en parlait dans une discussion avec Mélusine. Il distingue la lutte contre les dominations. Il distingue la lutte contre les dominations, où ils ne veulent pas de hiérarchisation, mais sur un plan intellectuel, théorique, ils mettent la domination capitaliste à part dans sa façon de jouer sur la société. J'ai bien plus l'argument en tête, c'est discutable, et en tout cas très confusionnant. Oh non, je trouve pas ça confusionnant, c'est d'ailleurs le point de départ aussi de l'article de Lordon, c'est-à-dire que le seul système qui règne tel quel sur toute la planète, c'est-à-dire vraiment qui s'exprime tel quel, qui est hégémonique, c'est le capitalisme, parce qu'il y a des patriarcats, il y a des... chaque pays a son histoire, machin, il y a des racismes, il y a des... Mais le capitalisme est hégémonique. C'est via le capitalisme que va s'exercer l'impérialisme des pays racistes, des pays occidentaux. C'est via le capitalisme aujourd'hui qu'on colonise. C'est plus avec des guerres, mais c'est voilà, le capitalisme est central, y compris dans les problématiques nord-sud, bah, évidemment, mais qui sont aussi teintées de racisme, machin. C'est ce que j'imagine Palombarini essayait de dire. Merci Nati from Hell. C'est-à-dire que voilà, le capitalisme, comme je disais tout à l'heure, c'est le langage dans lequel vont s'exprimer après les dominations. Merci Valioki. Encore un mois, toujours autant de soutien. Et le capitalisme étant par essence un système qui est basé sur la domination, en fait, toutes les autres peuvent s'exprimer, mais dans la plus grande décontraction. Le capitalisme, c'est pas un système qui prône l'égalité, c'est un système qui prône la subordination. Il y a des gens qui possèdent, il y a des gens qui travaillent pour les gens qui possèdent. Ce système-là, il est génial pour favoriser les autres dominations. Il y a des gens qui ont rien, il y a des gens qui ont tout et qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent ou de ne rien faire, des gens qui ont rien. C'est exceptionnel pour après superposer des couches de domination, voilà, des couches de le racisme, le sexisme, le machin. Les Anglais ont toujours utilisé le capitalisme pour coloniser. Oui, bon, ils ont aussi utilisé le fusil. Hein. Demande aux Indiens. Mais après, sans le capitalisme, les dominations transverses existeraient quand même. Oui, ça a été dit dans l'article. Elles utilisent le capitalisme pour se développer, mais le capitalisme n'est pas essentiel à leur domination. Non, mais c'est un terreau fertile. C'est un terreau fertile parce que c'est un système lui-même qui est conçu comme un système de domination. C'est-à-dire, le communisme est censé prôner l'égalité. Quand tu as un système qui lui-même prône l'égalité, les dominations à l'intérieur de ce système sont encore plus contestables. En fait, elles sont affaiblies. Elles sont affaiblies parce que le système est une promesse d'égalité lui-même, alors que le capitalisme est une promesse de subordination. Donc, dans un système égalitaire, il devient plus facile de se réclamer des valeurs égalitaires pour ensuite... voilà. Donc, le capitalisme, faut le voir comme un climat, un terreau, un truc dans lequel... Mais toutes les dominations sont hyper fertiles. Voilà. Un terreau, voilà, un terreau. Un fumier. Dans lequel toutes les dominations poussent très bien, s'épanouissent. Et le capitalisme permet de transmettre une position de domination à la génération suivante, bien sûr. C'est pour ça qu'en vrai, le communisme, ce serait possible qu'en abattant les autres systèmes de domination matérielle, racisme, etc., patriarcat. C'est tout le sujet de l'article. Hein. Est-ce qu'on abat d'abord quoi d'abord Voilà, donc je rappelle, la thèse de Lordon, c'est de prôner une autonomie relative des luttes. Merci Zygmunt 1. Et on va continuer l'article. Là, on s'était arrêté sur oups. Il vient de comparer des trucs qui n'ont rien à voir. Et là, il s'en prend aux antiracistes en disant qu'ils ont été méchantes avec Stéphane Beau et Gérard Noiriel. Hein, c'est un petit peu ça qui vient de se passer là. Moyennant quoi, on laisse quelques chances à des petits miracles, comme par exemple le mouvement Lesbians and Gays Support the Minors. Alors là, vous avez sans doute vu le film. Comment s'appelle ce film où il y a Lesbians and Gays Support the Minors Comment il s'appelle le film? Il est trop bien en plus. Pride, voilà, Pride. Je vous conseille vraiment tous ce film. Pride, moi j'ai chialé ma race, évidemment. Je vous le conseille avec des mouchoirs, hein. Avec des mouchoirs quand même. Ah, c'était dans la note de bas de page. Ah oui, non, oui. Non, la note de bas de... Ah oui, The Real Story of the Film Pride. Ok, donc voilà, ça raconte ce moment où une asso LGBT a fait des collectes pour soutenir les mineurs pendant les grèves de 84 sous Thatcher aux États-Unis, ou très récemment les actions du collectif du Pain et des Roses en soutien aux salariés de la raffinerie Total de Grand Puy lors de la manifestation PMA pour toutes, ou encore dans un autre genre plus étonnant, ce rapprochement, en 68, des Young Patriots, groupe de salariés blancs pauvres de Chicago, cochant à peu près toutes les classes du white trash, musique country, armes, drapeau confédéré,
avec les Black Panthers, dont le leader dans l'Illinois décida de prêter moins d'attention à leur boucle de ceinturon à pistolet croisé qu'à leur programme concret d'action, vit qu'en réalité tout était réuni pour une alliance des luttes antiracistes et anticapitalistes, d'où naquit une improbable mais bien réelle Rainbow Coalition. Je ne connais pas du tout cette histoire. L'idée étant qu'à la fin, ces rapprochements miraculeux deviennent un peu plus de l'ordre de l'ordinaire. Bah, si ton horizon, c'est des rapprochements miraculeux, c'est quand même compliqué. Moi, ça me paraît pas être une stratégie de ouf. Hein. En fait, il dit un peu que pour que ça réussisse, il faudrait que ce qui a réussi de manière miraculeuse réussisse plus souvent. Si l'horizon, c'est de croire au miracle, moi, je trouve pas ça très convaincant. Le texte est extrait de son dernier bouquin. Ah, il ne faisait donc pas référence à la polémique. Ouais, mais bon... On peut le comprendre comme ça. Publier aujourd'hui, il faut prendre aussi le contexte de publication du truc. Tout le monde ne pense qu'à ça en lisant ça, je pense. Justement, il faut que ce soit plus du domaine du miraculeux, c'est le propos. Oui, bolchevique, oui. Bah oui, ça me paraît une ligne de crête, et ça me paraît une sacrée... je veux dire, la route est droite, mais la pente est forte, hein, comme disait Raffarin. Merci Vader 666e, merci encore et toujours pour le taf, merci Vader pour le soutien. Il dit que ça a pu se faire par miracle, pas qu'il faut compter sur des miracles. Oui, d'accord. Il en tient une quiche, Lordon. Il n'y a pas de jeu de mots avec quiche. Merci, merci Melreus. Merci Melreus. C'est bien de citer du Raffarin, ça crédibilise, c'est clair. Ok, bon bah écoutez, voilà, moi je reste plutôt perplexe devant cet article de Lordon, mais j'ai peut-être pas tout compris, hein. Peut-être que j'en parlerai avec Bolchegeek après, et qui m'expliquera que j'ai pas tout compris. Ah, la quiche au lardon, ah, c'était ça la blague, lardon, franchement on en est encore là, en 2021. Putain les gens, quand même, merde. Bon, conclusion, moi je dis... Macron! Explosion! Voilà, ça c'est la conclusion. Bon, pour favoriser une entente des luttes, je suis pas sûr que l'article ait favorisé une entente des luttes en lui-même, parce que je crois que sa réception a été plutôt tiède. J'ai pas regardé tout ce qui se disait hein, sur Twitter avant de lire l'article, je voulais me faire un peu mon avis par moi-même. Et on va passer à ces élus UES de gauche, Johanna Roland, Mathilde Panot, Sandra Régol et Elsa Fossillon. Une nouvelle génération d'élus qui veut changer la gauche. Voilà, justement, les femmes et la gauche, on est en pleine intersection. Alors que le PS, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le PCF sont tous dirigés par des hommes, plusieurs femmes veulent renouveler la pratique politique. Merci Novichok. Novichok, très bien. Si on n'a pas tout compris, alors c'est un article à réécrire, pas à relire, oui, peut-être. Il faut se féliciter des victoires, oui. C'est bif-bof le diplôme en ce moment. Ça vieillit, peut-être le diplôme. Et il y a des trucs un peu réac de vieux, quoi. Il y a une ligne un peu comme ça au diplôme en ce moment. Merci, monsieur MVCDLM. Merci à toi. L'égalité est toujours un combat, notamment à gauche. Donc c'est un article d'Abel Mestre et Sylvia Zappi, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça qui est paru hier à 16h sur le Monde. L'égalité est toujours un combat, notamment à gauche. Dans cette famille politique jamais avare de discours sur la parité, les femmes semblent les grandes absentes des directions des organisations. Olivier Faure pour le Parti Socialiste, Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts, Adrien Quatennens pour la France Insoumise, Fabien Roussel pour le Parti Communiste Français, Guillaume Lacroix pour le Parti Radical de Gauche, le PRG. La gauche n'a que des hommes à sa tête. Tiens. On a même le sentiment d'une régression quand on regarde les photos de la gauche au début des années 2000, donc à l'époque Jospin, Marie-Georges Buffet, c'est ça, autour de la table de négociation des accords électoraux entre les différents partis, la socialiste Martine Aubry, l'écologiste Cécile Duflot et la communiste Marie-Georges Buffet. 10 ans plus tard, la parenthèse se serait refermée et les cadres femmes auraient disparu de la scène. Pas si sûr, merci Lucien Lanard. Sans bruit, elles sont au moins 4. Johanna Roland au PS, Mathilde Panot à LFI, Sandra Régol à Europe Écologie Les Verts et Elsa Fossillon au PCF, à prendre un peu la lumière jusqu'à devenir des rouages essentiels de leurs formations respectives. Alors, premier portrait, Johanna Roland, c'est celle que je connais le moins des 4. Johanna Roland, l'héritière émancipée, la mère de Nantes, Johanna Roland. On m'en a dit du bien. De Johanna Roland. Bon, elle est PS, donc on va pas s'attendre non plus, c'est pas Che Guevara, quoi, mais
c'est pas Rosa Luxembourg non plus, mais son nom était jusqu'à il y a peu associé au Grand Ouest, ces terres bretonnantes, loin de Paris. Johanna Rolland est longtemps restée dans sa mairie de Nantes, d'abord comme adjointe de l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, puis comme maire depuis 2014, alors qu'elle n'avait pas 35 ans. L'étiquette d'héritière de l'ancien chef du premier gouvernement du quinquennat François Hollande, choisi pour perpétuer une politique social-démocrate bon teint, lui a d'abord collé à la peau. Mais très vite, la quadragénaire a tracé son chemin, assumant un virage écologiste tardif, sous l'impulsion et la pression de ses alliés locaux d'Europe Écologie Les Verts. L'élu a compris qu'il fallait que la nouvelle génération d'édiles socialistes invente un modèle différent de gestion des territoires, alliant transition écologique et lutte contre les inégalités sociales, comme la bande des Quadras qu'elle anime avec Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, Mathieu Klein, maire de Nancy, Nathalie Appéré, maire de Rennes, et Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Elle a soutenu l'élection d'Olivier Faure en 2018 à la tête du PS, mais sans jamais mettre un pied dans les instances nationales. Depuis sa réélection à la tête de la Cité des Ducs de Bretagne, l'ancienne basketteuse a décidé d'occuper davantage le terrain national pour porter sa vision de la sociale écologie. Johanna Rolland a été ainsi élue à la tête de France Urbaine, l'association des maires des grandes villes et communautés urbaines, à la barbe d'un autre socialiste, le maire de Dijon, François Rebsamen, qui briguait le poste. Merci T3 Hack. Bonjour, bonsoir, à la gauche. Bonsoir. François Rebsamen, ouais, donc elle a battu François Rebsamen, tant mieux. Elle vient aussi d'accepter celui de porte-parole du PS que lui a proposé Olivier Faure. Johanna a su moderniser la politique en s'appuyant sur le concret des situations vécues. Nous avons besoin de son talent pour nourrir notre projet, assure le premier secrétaire. Un temps, des rumeurs, démenties rapidement, ont couru sur une tentation de rapprochement avec LREM après une invitation d'Emmanuel Macron en 2018. Un scénario qui fait sourire les proches de Johanna Rolland. C'est une élue fidèle à ses convictions, mais qui a compris qu'il fallait utiliser des espaces plus larges que le PS pour porter ses idées, souligne Mathieu Klein. Johanna est une de celles qui a le moins tergiversé à sortir des schémas imposés, note Olivier Bianchi. La quadragénaire n'hésite pas à renvoyer la vieille génération à une nécessaire retraite politique, comme lorsqu'elle est venue à Jarnac, en Charente, début janvier, en soutien à Olivier Faure, après que François Hollande avait de nouveau dit du tout le mal qu'il pensait des choix stratégiques actuels du PS. Aux yeux de la maire de Nantes, la ligne unitaire tracée par Olivier Faure en vue de la préparation de l'élection présidentielle de 2022 est la seule qui permettra une plateforme programmatique et une candidature commune à gauche. C'est vrai que ce qui avait été reproché à Olivier Faure, c'était d'avoir même accepté par avance de ranger le PS derrière, pourquoi pas, une candidature Europe Écologie Les Verts, enfin d'avoir acté l'effacement du PS. Et elle soutient cette idée-là, dit ce qui compte, voilà, c'est une plateforme commune programmatique. L'élu veut maintenant poser les sujets de fond en proposant un chemin, celui d'un projet conjoint avec les écologistes, mais pas forcément derrière eux. Ah, la nuance est là. Johanna Rolland est en effet devenue l'un des soutiens de la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans la course engagée à gauche pour 2022. Là, ça pue déjà un peu plus du cul. Bon, on va passer à Mathilde Panot. Mathilde Panot, c'est l'une de nos millionnaires, on est tous très admiratifs. N'allez pas croire que l'eurodéputé Manuel Bompard envie une gagnante à l'euro-million. Il parle de Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, et de son succès sur les réseaux sociaux, où ses vidéos dépassent régulièrement le million de vues. Une médaille qui compte à la France insoumise, où le discours politique se diffuse notamment sur les nouveaux espaces numériques. À 32 ans, Mathilde Panot est un talent précoce. Elle accompagne Jean-Luc Mélenchon depuis près d'une décennie. On l'a vu arriver au moment de la campagne des élections européennes de 2014. C'est François Delapierre qui l'avait repéré, raconte Juliette Prados, responsable des relations presse de la France Insoumise. Puis elle a participé au M6R, éphémère mouvement pour la 6ème République, qui a précédé le lancement de la France Insoumise. Depuis ce moment-là, elle a toujours été dans le coin. Et c'est vrai que c'est une des plus douées vraiment aussi de sa génération. Moi elle m'a impressionné Mathilde Panot, même au niveau du level up, hein, elle est super, tu la mets avec un micro, elle est vraiment top et on lui file pas assez de micro je trouve. Merci Left Flank Clorax, I like the Marx emote. Thank you. Lors de la présidentielle de 2017, Madame Panot s'occupe de la coordination des groupes d'action, la cellule de base militante des Insoumis, un travail de fourmi mais essentiel, puis elle gagne aux législatives dans un bastion communiste, la 10e circonscription du Val-de-Marne. C'est une grosse travailleuse, elle a du fond, elle s'investit dans les sujets qu'elle prend, continue Madame Prados. Et ça c'est classique chez les femmes, elles sont obligées d'en faire 2 fois plus que les hommes, du coup celles qu'on voit en général c'est les plus grosses bosseuses.
Une fois devenue députée, et en général elle bosse plus que les mecs, une fois devenue députée, la jeune femme monte très vite dans l'organigramme de son groupe, jusqu'à en devenir la vice-présidente. Une fonction qui la place sur la shortlist des successeurs éventuels de M. Mélenchon, même si ce sujet reste tabou au sein de la France insoumise. Difficile d'accès pour les journalistes, très méfiante, elle est plus que discrète, elle est plus discrète que ses collègues Alexis Corbière, Adrien Quatennens ou Éric Coquerel qui occupent les plateaux télé. Ah, apparemment c'est elle qui aurait des réticences à aller un peu sur les plateaux télé. I like the marks emote too, don't mock to me. Elle fait cependant partie de la jeune garde de Jean-Luc Mélenchon, lui qui a toujours fonctionné en mettant en avant des jeunes espoirs. Mais Madame Panot sait aussi faire parler d'elle par de nombreuses interventions dans l'hémicycle. Elle a le verbe direct, une plume précise, elle dit les choses, insiste Monsieur Bompard. Elle est aussi régulièrement la cible d'attaques des députés de la majorité. Dernièrement, son collègue LREM de Vendée, Pierre Henriet, l'a qualifiée de poissonnière quand elle intervenait à la tribune. Il a été pour cela sanctionné par l'Assemblée nationale. Puis, pour les insoumis, cette agressivité s'explique par le travail de Madame Panot. Elle ne mâche pas ses mots, elle n'a pas peur, elle a du succès sur les réseaux sociaux, soit le portrait robot de la parfaite élue France Insoumise. Sandra Régol, la verte qui a mûri. Il me semble d'ailleurs que c'est une Biterroise, elle a l'accent de Béziers. À Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas de numéro 2. C'est en tout cas ce qu'assurent les écologistes qui s'agacent de l'omniprésence de Sandra Régol. Ben tiens. À 42 ans, la secrétaire nationale adjointe du parti écolo est de fait devenue presque l'alter ego de Julien Bayou, le patron officiel des Verts. Ces deux-là sont amis de longue date et, venant du monde associatif, ont un parcours parallèle au sein de l'écologie politique. C'est ainsi un binôme qui dirige désormais la formation en pleine dynamique électorale depuis les européennes de 2019. Sandra Régol n'a pas fait partie des nouveaux maires écologistes de la fournée de 2020, comme Jeanne Barséguian à Strasbourg ou Léonore Monconduit à Poitiers. Il n'empêche, c'est une figure incontournable d'Europe Écologie Les Verts, prêchant notamment la parole écologiste sur les plateaux de télévision les plus hostiles, comme pendant longtemps sur CNews. Merci Latisuto, merci aussi Orcla pour vos subs. La verte qui a mûri. Ah, c'est des petites blagounettes. On rigole, alors c'est bon. Résultat, elle est devenue la cible récurrente de militants d'extrême droite sur les réseaux sociaux qui ne se privent pas de lui adresser menaces et messages haineux. Ah oui, ils l'ont découverte sur CNews, du coup, j'imagine. C'est aujourd'hui la rançon amère d'un certain succès politique. Elle a beaucoup gagné en maturité, avance Julien Bayou. Elle sert de modèle et suscite des vocations. Lors de la législative partielle dans le Val-de-Marne en septembre 2020, elle a su reprendre 25 points entre les deux tours. Même si cela n'a pas suffi pour remporter la circonscription face à la socialiste Isabelle Santiago. Il ne faut pas toujours se fier à sa bonne humeur, dont elle ne se départit jamais, ni à son abord sympathique. En interne, elle sait se montrer ferme pour faire respecter la ligne du parti, comme lors des municipales de 2020 à Montpellier, lorsqu'il a fallu désinvestir Clotilde Ollier, candidate qui avait pourtant remporté une primaire locale. Pourquoi elle avait fait quoi, Clotilde Ollier ? Qu'est-ce qu'elle avait fait ? Clotilde Ollier ne peut plus se prévaloir du parti écolo ni utiliser son logo. Mais elle avait fait quoi, Clotilde ? Je sais pas qui c'est. Montpellier... les retraites, à titre conservatoire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Une infirmière syndiquée CGT, c'est bien ça. Ancienne maire de Murle. Elle n'a plus le droit de se prévaloir. Une sanction exceptionnelle pour une formation qui ne cesse de se prévaloir d'un esprit libertaire et où les décisions locales doivent en théorie primer sur le national. Madame Ollier avait en effet été désignée en octobre 2019 lors d'une primaire ouverte. Depuis, cette maire célibataire est donnée favorite pour remporter la ville. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu comme si Europe Écologie Les Verts avait sabordé l'une de ses meilleures chances de victoire. Mais elle a fait quoi ? C'est l'incompréhension totale. Mais je continue, c'est moi qui porte l'écologie, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? On justifie la décision en avançant que Madame Ollier a purgé les membres d'Europe Écologie Les Verts des instances de direction de la campagne. Ils font référence au remplacement de Manu Reynaud comme directeur de campagne par Jean-Yves Dormaguin, sa trop grande proximité avec les partisans de François Ruffin. On y est. CGT, machin, François Ruffin, trop gauchiste. Elle a un peu purgé en interne, elle a viré les éléments les plus bourgeois d'Europe Écologie Les Verts, ça dégage ça. Qui font partie de son cercle rapproché, mais aussi l'abandon de certaines mesures identitaires pour les écologistes, notamment sur le diesel et la place de la voiture en ville. C'est faux, il n'y a eu aucune purge, tout a été fait dans la transparence, j'ai une capacité de rassemblement très grande, des radicaux de gauche aux insoumis, se défend Madame Ollier. Dans un mail interne que Le Monde s'est procuré, Julien Bayou, secrétaire national, explique cette décision. Le groupe et la liste étaient au bord de l'implosion. Oui, d'accord.
avec une AG programmée pour destituer Clotilde car elle a changé de direction de campagne, fait alliance contre l'avis des militants, évincé les écologistes des salariés de campagne et membres de la liste et a tourné le dos. En gros, elle a voulu faire un truc d'union et elle a dégagé des écolos. Et d'accord, ok. Ils ont proposé... ouais, bon, moi, je vois ça un peu comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Que faisait-elle à Europe Écologie Les Verts, en fait? Oui, c'est un peu ça la question aussi. Enfin bref, bon bah du coup, elle s'est fait dégager. Voilà, liste pastèque, voilà, on lui reprochait d'être trop rouge, en fait. Bon, ok. Bon bah Sandra Rigol, elle a pas tremblé quand il a fallu désinvestir Clotilde Ollier. Voilà. Sandra Rigol est aussi clivante. Elle ne cache pas un jugement très sévère sur les formations partenaires. À gauche, la seule chose qu'on comprend, c'est le rapport de force. Nous ne sommes pas hégémoniques, mais si on nous mord, on répond. On est gentil, mais pas stupide. Peut-elle ainsi asséner en direction de ses camarades? Elle est également proche du combat du nouvel antiracisme politique, incarné notamment par le comité Vérité pour Adama, formé à la suite de la mort, on s'en connaît, après son interpellation par la police, ce qui ne fait pas l'unanimité à gauche, notamment chez certains socialistes. D'accord, bon bah voilà, il y a du pour, il y a du contre. Jean Pastèque, ah pas mal, pas mal. C'est un peu... Alors, on arrive maintenant à Elsa Faucillon, dont on sait... attends, avec qui elle discute pas mal? Je crois qu'elle discute pas mal avec Clémentine Autain, Elsa Faucillon. C'est les deux grandes potes. C'est un peu un paradoxe communiste. Le PCF a été l'une des toutes premières formations de la gauche française à mettre une femme à sa tête. Marie-Georges Buffet fut secrétaire nationale entre 2001 et 2010. Pourtant, aujourd'hui, les nouvelles pousses du parti sont très souvent masculines et parisiennes, comme Yann Brossa, Igor Zamikey ou Nicolas Bonnet-Oulalge. Même si des exceptions existent, comme Céline Kukierman, jeune sénatrice de la Loire, porte-parole du PCF, et qui doit conduire une liste d'union avec LFI aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien, et j'ai raté un truc, Kestoine, merci Kestoine pour le Prime. Mais Elsa Faucillon, 39 ans, est malgré tout un cas à part. Figure de proue des minoritaires, le texte qu'elle a porté lors du congrès de 2018 pour un printemps communiste a recueilli environ 12% des voix, la députée des Hauts-de-Seine porte une ligne d'unité à gauche, notamment par un rapprochement avec LFI, et parvient peu à peu à faire entendre sa voix, notamment dans les médias. Elsa Faucillon fonctionne en miroir avec son amie Clémentine Autain, les deux femmes co-dirigent la revue Regard, qui occupe plus ou moins une place équivalente chez les Insoumis. Elsa Faucillon bouscule aussi ses camarades en montant souvent au créneau sur des sujets sociétaux, quand la tradition communiste place la question sociale au-dessus de tout. C'est quelqu'un de très agréable avec qui on peut blaguer, c'est une bonne camarade, résume Stéphane Peu, son collègue de Seine-Saint-Denis. On n'est pas toujours d'accord sur la hiérarchisation des combats, on y revient, mais elle n'est pas faux cul. Elle exprime ses convictions et elle a une culture du débat très forte. Merci Corbeau1982 qui a offert 2 abonnements à Enzo Fez et à 2 Jagger. La Benjamine du groupe communiste à l'Assemblée nationale n'est pas pour autant une débutante. Elle a dirigé la fédération communiste. Ah non, attends. Non, si, c'est bon. Je croyais que j'avais raté un passage. Et je croyais que j'avais raté un sub. Non, c'est bon, j'ai rien raté, on a bientôt fini. Donc c'est la Benjamine du groupe communiste à l'Assemblée nationale, et elle n'est pas pour autant une débutante, elle a dirigé la Fédération communiste des Hauts-de-Seine, et a été conseillère départementale, un CV qui attire forcément l'attention dans une formation politique en reflux et vieillissante. Monsieur Peu en est persuadé, elle a beaucoup de choses à dire, et a de belles perspectives devant elle. Très bien, très bien. Et ben c'est parfait. C'est parfait, voilà, 4 portraits de femmes qui montent à gauche, Sandra Rigol, Elsa Faucillon, Mathilde Panot et, je sais plus c'était qui, ah oui, Johanna Roland, mais pour le coup là voilà, c'est un soutien d'Anne Hidalgo, c'est déjà un peu moins enthousiasmant dirons-nous. Bon bah voilà, on est pas mal là, hein. On va s'arrêter là pour ce soir, parce que moi ça y est j'ai plus de salive. Je regarde un petit peu qui c'est qu'on peut raider. De quoi elle parle, Maudit? Là, elle est en train de discuter, mais alors je sais pas de quoi. Elle parle du CNC, elle parle de quoi? Le gauchiste tube, ah bah voilà, vlog, adoption, nouvelle emote, discussion. Ouais bah écoute, je vais sans doute vous envoyer chez ma camarade lyonnaise. La camarade, ça te va la camarade?
Très bien, très bien. Merci d'avoir suivi du coup ce stream. On a parlé aujourd'hui, si vous voulez voir le replay, on a fait une revue de presse, hein, on a utilisé la revue de presse internationale de Libération sur l'affaire Sarkozy. On a lu l'article de Lordon hein, dans le Monde diplomatique et cet article du Monde. J'avais choisi 2 articles de Mediapart en plus, mais vous n'avez pas voté pour. Et bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi hein bon, sur voilà, ces élus qui montent à gauche. Donc je vous envoie chez Maudit, j'ai dit, tac, c'est comme ça, c'est pas toi qui décide, et n'oubliez pas, évidemment... Macron! Putain! Explosion! Voilà, ça c'est important, hein, c'est la morale de cette histoire. Salaud! Salaud, merci à Sanglier de Cornouailles pour ton prime. Voilà, 2 heures de stream quand même, 2 heures de revue de presse, 2 heures on a lu 3 articles, bah, au moins on les a discutés, on les a commentés, surtout le deuxième d'ailleurs, et c'était intéressant, c'est des discussions qu'il faut qu'on ait. Voilà, si vous l'avez pas vu, il y a le OLG qui est sorti évidemment hier, et qui revient aussi sur ces questions un petit peu, ces questions raciales, machin, dans la recherche, bah on parle d'islamo-gauchisme. Merci Bazunga. 1h47, pas 2 heures. Ouais, bah, si on arrondit un peu, ça fait 2 heures. Hein, c'est bon. C'est bon, hein, vous chipotez toujours. Voilà. Allez, bonne soirée à vous. Merci. C'était quoi l'article de Lordon? C'était pour favoriser une entente des luttes. Voilà. Et on s'arrête là. Allez, amusez-vous bien. À bientôt. Non, demain je bosse. Oh, peut-être. Je sais pas, on verra. Non, sans doute pas demain d'ailleurs. Sans doute pas demain. Plus probablement jeudi ou vendredi. Plus probablement vendredi d'ailleurs. Plus probablement vendredi. Et en général, le lundi soir aussi, n'hésitez pas. Voilà, bonne soirée. Ah, il y a Mathieu Coq aussi. Il est... Ah bah trop tard, hein, trop tard. Moi, j'ai lancé. Hein. J'ai lancé, vous allez voir Maudit. Bisous. Soyez sympa avec Maudit, évidemment. Ciao. J'ai cliqué.